Chers amis, bonjour. Bonjour à vous qui êtes présents, qui avez bravé la tempête. Et pour ceux qui sont derrière leur écran, ils verront qu'on est peut-être tous en chemise, mais on a pris une douche ce matin, en plus de celle qu'on prend habituellement, car vous savez qu'à Paris, il y a eu quelques orages qui ont l'air de se poursuivre. Et donc, c'est un peu humide que nous ouvrons ce petit déjeuner du Forum InCyber, un petit déjeuner avec un partenaire historique du forum, c'est Exatrust, et je remercie notre ami Olivier Morel, ici présent, qui représente Exatrust, et une équipe que va présenter Fabrice Debloc, qui sera l'animateur de ce petit déjeuner. Merci en tout cas d'être présent, soit ici, soit via notre webinaire. C'est un petit déjeuner qui va porter justement sur les évolutions de l'offre en matière de cybersécurité, en montrant que ce n'est pas simplement cantonné je veux dire, au silo de la RSSI, de la DSI, mais qu'aujourd'hui, il y a une ouverture du fait de la pénétration du numérique dans toutes les activités d'une entreprise, d'une organisation, que ce soit les métiers, que ce soit toutes les autres composantes de ces organisations. On voit qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer, évoluer, l'IT rencontre l'OT, la cybersécurité rencontre la sûreté, et donc il y a un certain nombre d'offres, de possibilités qui sont ouvertes, et donc ce matin avec Fabrice Debloc, nos amis vont répondre à ces questions. Alors voilà, donc ce sera notre dernier petit déjeuner de la saison, puisque nous allons nous interrompre pendant la période estivale, sauf que nous nous retrouverons, mais nous en parlerez à la fin, le 9 juillet pour un club Agora un peu particulier, avec un nombre de places réduites. Donc, comme je vous l'expliquerai, les premières sont les servis. Voilà. Donc, je laisse maintenant la parole à Fabrice, qui va animer ce petit déjeuner avec nos deux amis qui sont présents. Peut-être que Olivier va nous rejoindre, mais vous savez qu'en ce moment sur Paris, c'est pas évident. Il y a des lignes de métro qui sont coupées, et donc pour venir, c'est peut-être une épreuve un peu compliquée. Voilà. Donc, Fabrice, à vous la parole. Merci, merci Général. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette table ronde Nouveaux acheteurs, nouvelle stratégie. J'ai le plaisir d'accueillir, donc effectivement on attend Olivier Dahan qui est coincé dans les transports, mais j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Sylvestre. Vous êtes cofondateur, directeur business développement chez Olvid. Je rappelle que Olvid a été lauréate du prix de la start-up du forum InCyber en 2020. Et Olivier Morel, vous êtes directeur général de Snowpack, qui elle aussi était lauréate du prix d'innovation du forum InCyber en 2024. Je vous laisse peut-être dire un mot, voilà, en 2-3 minutes sur votre entreprise, pourquoi vous avez notamment eu ces prix, vous avez été lauréat du forum InCyber, et puis on enchaînera ensuite sur le sujet de notre table ronde. Très bien, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc Cédric Sylvestre, effectivement cofondateur d'Olvid. Donc Olvid, c'est une messagerie instantanée qui a été créée par mes associés qui sont docteurs en cryptographie. Et on est arrivé sur le marché avec une rupture technologique qui est la suivante. Pour la première fois, vous avez un moyen de communication qui vous permet de ne jamais partager la moindre donnée avec le fournisseur du moyen de communication. Et ceci grâce aux protocoles cryptographiques qui sont faits certifiés par l'ANSSI. Aujourd'hui, on est les seuls certifiés par l'ANSSI sur le sujet. Et on a mis le code en open source pour montrer qu'il n'y a pas de backdoor. Et donc, en fait, l'objectif pour Olvid, c'était de dire au RSSI toutes les questions classiques que vous posez d'habitude pour savoir où sont les serveurs, comment ils sont administrés, où sont les données, comment les serveurs sont sécurisés, est-ce qu'ils sont soumis à des lois extraterritoriales. On s'est dit qu'avec Olvid, on permettait peut-être de simplifier la vie du RSSI en évacuant un certain nombre de questions assez classiques quand on doit faire un choix de produits ou de services de cybersécurité. Peut-être un mot sur vos clients, sur... Alors la plupart en fait, des clients, 50% publics, 50% en fait, privés, on nous utilise pour virer WhatsApp, Telegram, Signal des usages professionnels. C'est une très mauvaise idée. Grosso modo, les Américains ont accès aux données. Malgré le chiffrement de bout en bout, il y a un annuaire centralisé qui distribue le clé de chiffrement. Cet annuaire peut chiffrer, déchiffrer les informations. Je la fais très très courte. Et donc, naturellement, le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, l'Élysée, le service du Premier ministre utilisent Olvid pour protéger leur communication. Et ensuite, on a toute entreprise
qui souhaitent protéger donc, ces communications, qui utilisent Olvid, donc ça va de Sopra Steria, Capgemini, Veolia, à des toutes petites entreprises qui ont un moyen simple de protéger leurs communications. Olivier Morel, même exercice sur Snowpack. Oui, enchanté, bonjour à toutes et à tous. Je vais même peut-être présenter Snowpack et Exatrust si oui, tout à fait, bien sûr, les deux. Donc en deux temps. Donc Snowpack, c'est une start-up en cybersécurité qui a donc été lauréate l'an dernier du Forum in Cyber, effectivement, sur le concours d'innovation. C'est une spin-off du CEA, donc nous, c'est une société qui est issue du monde de la recherche technologique et qui a inventé une technologie d'invisibilité sur Internet. Ça sert à quoi l'invisibilité sur Internet? Ça sert à faire en sorte que les attaquants ne vous voient pas et par conséquent qu'ils ne puissent pas vous attaquer indépendamment de votre niveau de sécurité. C'est-à-dire que quel que soit finalement l'état de mon système d'information ou de ma surface d'attaque, si je suis invisible et qu'on ne me voit pas, entre guillemets, c'est moins grave que si je suis visible. Et donc notre technologie va permettre de s'affranchir d'un certain nombre d'attaques menées depuis Internet. Toutes les attaques qu'on connaît, déni de service, exploitation de vulnérabilité ou d'erreurs de configuration, voilà, toutes ces attaques classiques qu'on connaît sur Internet qui sont menées sur leur surface d'attaque, nous on va mettre une cape d'invisibilité par-dessus le SI pour cacher l'activité des utilisateurs ou cacher les services exposés sur Internet et les rendre visibles uniquement aux seuls utilisateurs ayant le droit d'en connaître. Donc c'est une approche zéro trust à l'extrême. Pourquoi je dis à l'extrême? Puisque nous, en plus de ça, on n'est pas non plus, comme l'expliquait Cédric, un tiers de confiance. Aujourd'hui, dans le zéro trust, qui était le thème du Forum in Cyber cette année, on dit on fait confiance à personne, mais finalement on en vient à faire confiance quand même à des fournisseurs. Si ce fournisseur, il est par exemple soumis à des lois extraterritoriales et il doit rendre des comptes à des gens, c'est un tiers de confiance. Je ne vois pas comment on peut faire une architecture zéro trust en s'appuyant sur une société en laquelle on ne peut pas avoir confiance. Donc c'est le paradoxe du zéro trust. Et donc nous, on va au bout de ça en disant qu'on n'est pas un tiers de confiance. Donc notre technologie, elle sécurise aussi bien des usages utilisateurs de gens qui ont besoin de beaucoup de discrétion, par exemple dans le domaine de l'intelligence, du renseignement, et donc dans le domaine militaire, et puis toutes les entreprises, de la TPE, PME jusqu'aux grands comptes, qui ont besoin d'obfusquer, de cacher une partie de leur surface d'exposition pour faire en sorte qu'ils ne soient pas attaquables. D'accord, et un mot sur Exatrust. Et donc Exatrust, dont je suis le trésorier, donc c'est une association qui a été créée il y a 12 ans, qui fédère aujourd'hui 150 acteurs de la cybersécurité, du cloud de confiance et de la digital workplace, qui sont tous des acteurs de type éditeur de logiciels, ESN, voilà, entreprises, services numériques, fournisseurs de cloud de confiance, etc., qui ont pour particularité d'être français et européens. Et donc Exatrust a 3 missions depuis toutes ces années-là, qui sont représentées par un blason, défendre, représenter, défendre, promouvoir. Donc promouvoir la filière, la défendre, la mettre en valeur, on va en parler, et puis fédérer tous ces acteurs-là, considérant que l'union fait la force. Et dans les temps où on parle de regain d'indépendance, d'autonomie stratégique et de souveraineté, eh bien c'est bien de présenter un catalogue qui soit très large de solutions de cybersécurité de cloud. C'est la mission d'Exatrust. Très bien, alors on va en venir au thème même de notre table ronde, donc ces nouveaux acheteurs de cybersécurité. Donc aujourd'hui, on peut se dire effectivement que la cybersécurité a été pendant très longtemps la chasse gardée des RSSI, mais elle mobilise aujourd'hui une diversité croissante d'acteurs au sein des organisations. On va le voir avec nos invités. Peut-être avec vous, Cédric, la transposition NIS 2, ça fait partie du contexte, du changement aujourd'hui de l'environnement réglementaire. Qu'est-ce qu'on peut dire que cette transposition de NIS 2, qui est en cours, elle suit son processus parlementaire aujourd'hui, et qu'est-ce que ça va changer demain ? Alors NIS 2, donc effectivement, donc, tout le monde entend parler. Le projet de loi, sur la résilience des infrastructures donc, critiques et le renforcement de la cybersécurité est passé en première lecture donc, au Sénat et arrive à l'Assemblée en septembre. Alors ce qui est intéressant dans NIS 2, c'est quand vous regardez donc, le projet de loi, l'article 14, c'est que les dirigeants des entités essentielles donc, et importantes doivent mettre en place une politique de sécurité qui doit être régulée, contrôlée. Donc là, tout de suite, on voit que la cybersécurité n'est plus l'affaire uniquement du RSSI, mais remonte en fait dans les karmas de l'entreprise et vient en fait s'installer au niveau du COMEX, de la gouvernance en fait donc d'entreprise ou de l'administration, avec si jamais le dirigeant ne fait pas le travail, c'est-à-dire n'applique pas les mesures et ne les contrôle pas, il peut être soumis à des sanctions. Un peu exactement dans la même logique d'ailleurs que le RGPD, où on peut être soumis en tant que dirigeant à des sanctions si jamais on a violé des données donc, personnelles. Donc premier élément qui est important, c'est que le RSSI n'est plus seul. Et que appartient désormais à la gouvernance de l'entité
la nécessité de mettre en place une vraie politique de cybersécurité et de protection des systèmes d'information. Donc si je résume votre propos, NIS2 va responsabiliser pénalement les instances de gouvernance. Exactement. Le deuxième élément, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a un référentiel. Alors, il y a un article 20 qui renvoie vers un décret d'application l'ensemble des mesures qui doivent être mises en place. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ANSSI a commencé à faire un référentiel pour donner aux dirigeants, voilà la liste de courses qu'il faut faire pour respecter NIS2 et mettre en œuvre une politique vraiment de sécurité et système d'information. Alors ce qui est intéressant, petit aparté là-dessus, c'est que quand on regarde le référentiel, il est très très large. Moi je me demande si on peut peut-être faire le job uniquement avec des produits américains. Il n'y a rien dans NIS2 sur la souveraineté. Et donc ça, on pourra en fait donc en parler. Question de souveraineté, c'est un peu dommage. Pourquoi j'en parle ? Parce que, outre NIS2, qui est vraiment favorable et qui va remettre la cybersécurité au centre des préoccupations de la gestion de risque des entreprises, il y a un deuxième élément géopolitique, c'est l'effet Trump. Ce qui est intéressant dans la cybersécurité, c'est que d'une manière donc générale, il faut se prémunir des cyberattaques ou du cyberespionnage. Le problème du cyberespionnage, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnes parfois qui comprennent donc l'enjeu. Un COMEX, il comprend ce qu'est la cybersécurité quand il y a une cyberattaque et on a l'habitude de dire qu'un COMEX n'a plus la même tête avant et après en fait l'attaque. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent dans la cybersécurité, dans notre écosystème, grosso modo on dit attention aux produits américains, les données sont chez les Américains, faites attention, la notion de sécurité, de protection des données personnelles est très intéressante. Mais avec l'effet Trump, il peut avoir deux autres sujets. Premièrement, il peut avoir un sujet sur les coûts. Imaginons que l'administration Trump décide d'augmenter les droits de douane de produits IT. Et là, je suis sûr que le COMEX ou le directeur financier va commencer donc à se dire « Ah, ça commence à être un peu cher, peut-être que je vais daigner regarder aux achats ce qui se passe. » Et surtout, il y a un autre élément, et on l'a vraiment senti, c'est la disponibilité. Imaginons que les États-Unis coupent Internet ou ne mettent pas à disposition un certain nombre en fait, justement d'accès pour mettre par exemple en ligne des applications. Donc vous voyez bien que jusqu'à présent, la cybersécurité, évidemment qu'on parle de sécurité, mais pour convaincre un COMEX, on peut y aller avec des questions de coût et de disponibilité. Et là, en fait, donc évidemment, ce contexte géopolitique, nous on l'a très très bien vu donc, chez Olvid, est en train de rebattre en fait, donc, les cartes. Et enfin, de manière très concrète, on se dit, utiliser des produits américains, c'est pas bien pour les données, mais peut-être qu'en fait, un jour, on ne pourra même plus les utiliser. D'où l'intérêt, effectivement, dans une politique achat, de mettre l'autonomie ou la souveraineté, vous mettez les mots que vous souhaitez, on va dire autonomie donc stratégique, au cœur même de la direction des achats, je pense qu'on va en parler. Olivier, cette rentrée en matière du COMEX, vous la sentez également ? Oui, en fait, dans l'évolution de la perception des achats, dans les achats informatiques et en particulier cyber, et sans paraphraser ce que dit Cédric, mais il y a effectivement ces trois dimensions. Il y a la dimension géopolitique, il y a la dimension réglementaire, et puis il y a tout simplement l'évolution du marché. Cette dimension géopolitique, et notamment Donald Trump a fait beaucoup de bruit et a éveillé les consciences sur l'importance de l'autonomie, de l'indépendance, de la résilience, quel que soit finalement le sentiment qu'on a par rapport à ça, mais finalement sur une analyse de risque toute bête, si je veux la disponibilité de mon système d'information, j'ai peut-être besoin de faire un petit peu attention et à mieux diversifier mes achats. Une autre approche, c'est que l'évolution effectivement des grandes acquisitions par les grands acteurs américains, VMware par exemple, qui a fait beaucoup de bruit, a aussi éveillé les consciences sous l'angle de l'acheteur, c'est-à-dire le coût, l'évolution des prix du SaaS, du cloud, a fait prendre également des consciences là-dessus. Il y a un élément qu'il ne faut pas oublier sur les enjeux de souveraineté, c'est que tout le bruit qui est depuis l'arrivée de Donald Trump, il ne faut pas oublier quand même que le CALEA Act, FISA 702 et le Cloud Act, le CALEA ça date de 1994, ça a été sous Clinton. Le FISA 702, ça date de 2006, c'était sous Bush, et Trump, il a à son crédit le Cloud Act de 2018. Donc c'est quand même des lois, des réglementations qui existent depuis très longtemps, qui sont appliquées depuis très longtemps, et on a l'impression qu'on se réveille un petit peu maintenant. Donc tant mieux, mieux vaut tard que jamais, mais en tout cas sous cet angle-là, effectivement le buzz, le bruit qu'on fait autour de ça va dans le bon sens vis-à-vis de la diversification des achats informatiques sous l'angle de l'acheteur. Le deuxième point, sur le réglementaire, c'est vrai qu'a parlé de NIS2, pas tellement plus de choses à dire. Il ne faut pas oublier quand même que là, effectivement, dans le texte de la directive, c'est écrit noir sur blanc sur la responsabilité des COMEX, sur la nécessaire formation et sensibilisation des COMEX et des prises de décision associées sur les enjeux de sécurité et des utilisateurs. Donc cette sensibilisation, tout ça va dans le bon sens parce que ça concerne aussi les acheteurs. Et on en parlera tout à l'heure, mais ils en ont besoin, puisque finalement, on n'en voit pas assez dans des événements comme celui-ci, ou comme le Forum in Cyber, et ainsi de suite. Et enfin, l'évolution tout simplement de la menace, c'est-à-dire
les travaux que mène l'ANSSI et l'ensemble des organisations qui documentent, qui communiquent sur tout ce qui se passe. Dès qu'on a une cyberattaque, aujourd'hui, c'est communiqué, la presse fait son travail, etc. Donc ça rentre aussi dans les consciences et il y a quand même ces 3 dimensions qui viennent aujourd'hui un petit peu perturber la perception qu'a un acheteur et il ne peut plus travailler comme il travaillait il y a 10 ans sur ces enjeux de cybersécurité pour ces 3 raisons. Je rajoute peut-être juste un élément en fait, donc, sur le sujet. Toujours dans le projet de loi, l'article 5 bis enjoint le Premier ministre à mettre en place une véritable politique nationale de la cybersécurité. C'est l'occasion inespérée dans le prochain cycle d'achat des 20 prochaines années de mettre en place, peut-être pas de la planification, même si en fait chez M. Bayrou, en fait, il aime bien ce terme et il a joué en fait un rôle là-dessus, mais en tout cas il y a des choix stratégiques qui peuvent se faire là. Ça serait vraiment dommage qu'au niveau national, et je ne parle même pas de la commande publique, on pourra en parler, qu'il y a l'occasion, dans le cadre de cette transposition, d'aller récupérer son destin en fait, donc, technologique et d'aller d'imposer en fait, donc, des solutions françaises donc, européennes pour s'abstraire effectivement de la dépendance par rapport aux produits américains. Olivier, au sein du COMEX, est-ce que tous les membres du COMEX sont, selon vous, au même niveau de maturité ou il y a certaines différences? Alors là, cette question, elle est hyper variable en fonction de l'entreprise dont on parle. Un COMEX d'une TPE, c'est pas du tout pareil qu'un COMEX d'un grand compte. Donc j'aurais du mal à répondre précisément. La réponse est plutôt non, c'est que non, il n'y a pas une homogénéité dans la maîtrise et la connaissance de l'ensemble des sujets cyber, ce qui est normal, hein. La cybersécurité reste quand même un domaine aussi de spécialistes, donc on peut généraliser, on peut vulgariser, on peut sensibiliser, mais in fine quand même, il y a un dialogue qui est important entre un référent dans le domaine, que ce soit le RSSI, un ensemble de RSSI ou un service global qui fédère un certain nombre de personnes qui vont traiter ces sujets-là, et le reste du COMEX. Mais en tout cas, ce COMEX, il a besoin d'intégrer les enjeux cyber, que ce soit sous l'angle du risque, de la résilience, de la sécurité, de l'espionnage, de la menace, etc. etc. Tous ces risques-là qui font porter sur l'entreprise, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et ça aussi, c'est un réflexe d'acheteur. C'est-à-dire que ça me coûtera moins cher de me prémunir de cyberattaques plutôt que de les encaisser et d'essayer de survivre une fois que je l'ai subi. Ça, c'est certain. Donc, sous le bête angle du ROI, il vaut mieux prévenir que guérir, et ça, c'est un adage vu comme le monde. Alors, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit les RSSI sont quand même confrontés à une offre pléthorique, très diverse, très riche. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut les aider dans leur choix, et ce qui peut aussi aider les acheteurs? Alors, la première chose que l'on peut peut-être dire, c'est que le marché de la cybersécurité est un marché très neuf, en structuration, très deep tech, très complexe, avec des offres qui ne sont encore pas complètement matures. Hein. Nous avons des offres, ce ne sont pas des suites logicielles comme nos cas américains. Le problème, c'est que les gens ont pris des habitudes sur les produits américains et c'est à nous de faire donc, aussi bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un marché en évolution avec des vraies ruptures technologiques. Et il faut se mettre à la place des achats ou des RSSI qui, parfois, doivent en fait, se poser des questions sur le choix donc, des produits. Et donc, un RSSI ne peut pas être omniscient, donc en fonction de sa culture d'origine, infra, réseau, cybersécurité, cryptographie, il peut avoir évidemment des avis éclairés, mais structurellement, pour faire en fait donc des choix, il y a besoin de pairs, il y a besoin d'experts. Et là, évidemment, vous avez un certain nombre d'outils qui sont mis à la disposition donc des RSSI pour faire des choix, puisqu'encore une fois, il est impossible dans un marché extrêmement technologique, avec des startups qui débarquent et des ruptures technologiques, d'aller apprécier si vraiment en fait, les produits sont bons et sont vraiment sécurisés. Donc évidemment, la première gamme des produits, enfin en tout cas, qui peuvent être, ou des services qui peuvent être labellisés, certifiés, évidemment, c'est le rôle de l'ANSSI, avec effectivement un effort qui est fait des éditeurs, des prestataires, pour aller recevoir un coup de tampon de l'ANSSI et dire au marché, écoutez, nous, le code, on l'a donné à des CESTI qui sont sous-traités par l'ANSSI, et s'ils nous donnent déjà un tampon, une certification CSPN, une qualification, c'est qu'il y a déjà des sachants, en fait, donc des tiers, qui normalement ont fait déjà le travail, le premier travail qui doit être fait par le RSSI, c'est est-ce que je peux faire confiance ou pas déjà en fait, donc, au produit. Donc ça, c'est le premier élément. Après, au-delà des labellisations, des certifications, il y a effectivement les pairs. Et je pense que quand on regarde, alors chez Exatrust, mais quand on regarde au fait au Césin ou au Clusif, où on se rend compte que les RSSI, bien souvent, aiment bien réfléchir avec des collègues, soit par secteur d'activité, soit de manière plus générale, comme le Césin au niveau du club du CAC 40. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent réfléchir entre eux, faire des expériences et partager en fait justement des retours d'expérience.
Donc, pour moi, un RSSI en fait aujourd'hui, c'est quelqu'un qui évidemment regarde ce qui se passe au niveau en fait, des certifications et qui normalement doivent le décharger d'une appréciation technique du produit ou du service. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui est immergé dans son écosystème, soit par secteur d'activité, soit avec ses pairs, pour avoir des retours d'expérience. Aujourd'hui, un RSSI, donc il faut lui prouver qu'on est bon donc, techniquement, et surtout, on va en parler, il faut lui prouver que la solution peut être utilisable. Parce que vous pouvez avoir un super produit, s'il est hyper en fait, sécurisé, s'il n'est pas utilisable, ça c'est un vrai problème. Et après, le RSSI, le COMEX va lui dire, tu as choisi un produit, il n'est pas suffisamment en fait, donc, employable et utilisable, et ça va être compliqué. Donc pour aider le RSSI par nature est quelqu'un qui est immergé dans son écosystème et qui capte justement tous les éléments donc, techniques que le marché des sachants peuvent lui renvoyer. Olivier, Cédric parlait de pairs et d'experts, c'est le rôle également d'Exatrust de jouer ce oui, pour aider le RSSI par rapport à cette question-là, il y a plein d'outils. Et nous, chez Exatrust, on essaye d'en fournir des outils qui soient adaptés à leurs demandes. C'est-à-dire que ça peut être des salons, ça peut être des événements, ça peut être des webinars, etc. Mais c'est aussi des catalogues et c'est aussi essayer de de représenter des offres avec certains parcours. Donc chez Exatrust, nous on a produit des livrables dans le cadre, par exemple, déjà il y a quelques années, pour les collectivités, pour les hôpitaux, là maintenant pour l'application de la directive NIS 2, donc qui sont des outils qui permettent finalement d'avoir un langage compréhensible pour flécher vers des solutions qui adressent la problématique sous-jacente. Donc typiquement, on a un catalogue sur NIS 2, on a sorti récemment ce qu'on appelle un Exadiag, c'est un autodiagnostic cyber qui peut être fait par n'importe qui, patron d'une entreprise, acheteur ou RSSI, quelle que soit l'entreprise. Hein. Alors là, cette version-là, elle est plutôt calée par rapport au référentiel de maturité cyber de l'ANSSI, donc finalement qui s'adresse plutôt aux PME. Et donc moi, dirigeant d'une PME ou DSI ou RSSI, ou s'il n'y a pas de RSSI, des gens qui vont être en charge de la sécurité, peuvent faire cet autodiagnostic, avoir un état des lieux de leur niveau de maturité et surtout quelles sont les solutions qui vont répondre à ça, qui correspondent à des critères de certification, de souveraineté, de nationalité, etc., etc. Pas seulement des critères techniques. Et l'idée, c'est qu'on ne va pas dire tu as besoin de MFA, d'un SIEM, d'un XDR, et puis voilà, parce que ça, c'est des termes qui ne vont pas forcément être compréhensibles par tout le monde. Par contre, tu dois protéger tes postes de travail, tu dois gérer l'authentification de tes utilisateurs. Et donc, ces mesures-là, elles vont trouver en application des solutions. Nous, notre job chez Exatrust, c'est un peu ça. C'est faire en sorte que, ayant 150 membres, et ce qui est une partie de la filière, hein, il y a d'autres associations qui fédèrent aussi des acteurs de la cyber, c'est de les mettre en valeur et de les promouvoir, comme on disait, mais par rapport à des logiques intelligentes, c'est-à-dire des cas d'usage, des contraintes réglementaires, des référentiels déjà connus. Donc je pense qu'aujourd'hui, le RSSI il a beaucoup d'outils pour l'aider. Ces outils doivent être de plus en plus métiers, puisque ce qu'on n'a pas dit dans la question précédente, et je pense qu'aurait dit notre ami Olivier, c'est que le RSSI, effectivement, on a dit qu'il était plus seul, mais parce qu'il y a d'autres décideurs et il y a d'autres influenceurs dans l'entreprise aujourd'hui. Il y a évidemment les métiers qui, pour nous, fournisseurs, sont des interlocuteurs depuis un certain nombre d'années nouveaux, qui n'étaient pas il y a 10 ans, je dirais. Les métiers, l'innovation, la DSI, l'IT. Donc il y a beaucoup d'entités aujourd'hui qui vont aussi porter des sujets de sécurité et on a dit il y a quelques années que les métiers avaient pris le pouvoir sur les investissements informatiques. Donc l'acheteur, le RSSI, ils doivent discuter avec tous ces gens-là. Et donc tous ces gens-là, il faut aussi leur donner des outils qui correspondent à ce qu'ils peuvent comprendre et pour pouvoir aller vers des solutions. C'est pour ça que nous on fait ce travail-là chez Exatrust, de vulgariser un petit peu, de prendre les textes, de s'appuyer sur ce qui existe pour amener vers, selon l'angle qu'on prend, le référentiel de maturité cyber de l'ANSSI, les parcours cyber France Relance qui avaient été lancés il y a quelques années également pour les collectivités, et d'amener vers des solutions. On ne peut pas dire « Ah, mais ouais, mais on n'achète pas nos solutions » si nous-mêmes on ne fait pas l'effort de les mettre en avant et de faire en sorte que ça tombe dans les mains des bons personas qui vont aller les acquérir s'ils en ont besoin. Cédric, comment se passe la relation justement RSSI-métier ? Alors justement, donc je suis entièrement d'accord. Le RSSI, il achète tous les produits, mais surtout, il faut absolument en fait que ce soit utilisé par le métier. Et on le voit très bien parce que si vous avez des produits qui sont un peu à la marge de l'entreprise, de l'administration et qui n'est pas intégrés dans les process en fait métier, c'est un peu compliqué. Vous pouvez d'ailleurs vous faire dégager en fait extrêmement rapidement. Et donc l'idée en fait, c'est vraiment de travailler avec le métier. Et aujourd'hui, donc les interlocuteurs, il y a les achats, le RSSI, donc le DSI. Donc on commence toujours avec le RSSI ou le DSI juste pour voir si on est suffisamment sécurisé. Ensuite,
on va voir en fait donc, les métiers. Est-ce qu'il y a un cas d'usage? Est-ce qu'il y a un besoin qui est exprimé par l'entreprise ou l'administration? Et donc évidemment, ce qui est intéressant, peut-être la remarque un peu globale, c'est que pendant longtemps, on a pensé que la cybersécurité c'était un truc de geek, cybersécurité informatique. Et donc les COMEX sont dit c'est pas forcément fait pour nous, j'y comprends rien, etc. Et évidemment avec NIS 2 et de manière générale sur la culture ou le numérique et donc est partout, on est en train de se rendre compte que le numérique c'est l'affaire de tous. C'est comme, moi j'ai fait du droit par exemple, avant le droit européen c'était une matière à part, et puis finalement le droit européen a complètement irrigué. J'avais lancé en 99 une revue sur le droit de l'internet, aux éditions Joris Classer de LexisNexis, et on s'est rendu compte qu'il y avait un droit d'internet émergent, et en fait finalement le numérique, le droit de l'internet et la dématérialisation, la numérisation de la société, ça s'est introduit dans tous les codes. Et ça c'est intéressant, c'est que la cybersécurité c'est le même mouvement où c'est en train de s'immiscer dans les politiques au niveau justement donc, du COMEX. Donc les éléments, on a le RSSI, on a effectivement donc, le métier, mais il faut deux acteurs. Le premier c'est le COMEX. Moi je suis persuadé que si vous n'avez pas un parrain bienveillant au COMEX, vous pouvez passer du temps avec le RSSI, mais s'il n'y a pas une injonction verticale qui dit du COMEX, je vais vous parrainer et je vais imposer la solution, c'est quand même plus compliqué. La petite anecdote, c'est quand on avait lancé Olvid, j'avais rencontré le président du MEDEF, M. Roux Bézieux, et on l'avait convaincu, il avait dit à ses proches, bon maintenant je n'utiliserai plus que Olvid. Quand ça vient du haut, je vous assure qu'on est un peu plus utilisé. S'il n'y a pas de volonté politique, managériale, en fait, stratégique, on reste à des niveaux en fait, justement très geek, très IT, et on a du mal en fait, à s'imposer. Et puis l'autre acteur, ce sont les achats. Alors les achats, évidemment, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais grosso modo, les achats, on les voit à deux moments dans la vie, dans le cycle. C'est au début, pour se faire référencer, et à la fin, parce qu'il faut lâcher justement des pourcentages, parce que les achats, il faut en fait qu'ils fassent leur métier d'acheteur, c'est-à-dire faire baisser en fait, donc, les prix. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Ce qui est intéressant, dans les achats, quand on commence en fait, justement à se faire référencer, c'est qu'on voit bien que les acheteurs ont un comportement très classique et des grilles de lecture qui sont très académiques. Et alors, ils viennent en fait donc tout de suite avec donc, des questions déjà sur la société. Donc, ils ont une grille pour savoir si la startup elle est viable ou pas. Et en face, vous avez Microsoft. Donc, on voit bien qu'il y a tout un discours, nous, en tant que fournisseurs, pour aller les rassurer, parce qu'effectivement, s'ils regardent un compte de résultat ou un bilan d'une startup, même si on peut provisionner et amortir évidemment la R&D, il y a cet aspect-là chez les acheteurs qui est très très prégnant et ils doivent être formés à la culture de la rupture technologique et des startups. Et il y en a beaucoup qui viennent avec des grilles où on remplit en fait donc des formulaires et on passe un peu en fait donc à côté. La deuxième chose... Alors, Cédric, je me fais le porte-parole d'Olivier Dahan, justement, qui nous avait dit « Nous sommes souvent vus en entrée et en sortie », ce que vous venez de dire, effectivement, mais tout dépend aussi de la manière dont le RSSI nous intègre à tout le processus. Notre rôle est de l'accompagner dans la gestion des risques juridiques, de la contractualisation, l'intégration, les SLA, etc. Le rôle est évidemment stratégique, ça permet en fait donc de pérenniser donc l'achat et évidemment en fait c'est stratégique. Le deuxième prisme, c'est que des acheteurs, ils jugent parce qu'ils connaissent. Et donc on voit très bien, nous on remplit des formulaires avec plusieurs onglets où des questions qui sont assez classiques ne s'appliquent pas. Donc, par exemple, si on nous demande les données personnelles, on a 3 formulaires sur les données personnelles. Nous, on n'en a pas. Et donc, on se rend compte que les grilles de référencement n'accompagnent pas les mouvements technologiques. Et c'est normal. Hein. Mais une petite recommandation pour les acheteurs, moi, je pense qu'il faudrait plus passer du temps, justement, sur travailler en fait, donc l'offre avec les éditeurs, faire confiance par rapport à l'ANSSI qui va en fait les rassurer. Mais encore une fois, les acheteurs manquent de formation, de sensibilisation pour comprendre en fait quels sont les mécanismes de création de produits technologiques en cybersécurité. Oui. Oui, sur cette sensibilisation et cette évolution des métiers. Alors encore une fois, il ne faut pas tirer des généralités, c'est-à-dire que si on parle aussi bien d'entreprises du CAC 40 que de TPE, il y a eu un réveil des consciences parce que NIS 2 notamment nous a fait passer de NIS 1 quelques centaines de sociétés à entre 15 et 20 000. Donc de toute façon il y a déjà beaucoup plus d'entreprises qui sont touchées par le réglementaire. Donc du coup forcément ça amène une pression naturelle sur le fait de s'y intéresser. De plus, NIS 2 dans son article 21 précise aussi l'impact que ça a sur la sous-traitance. Donc même si on n'est pas directement impacté et éligible à NIS 2, on peut l'être en tant que sous-traitant.
Et en tant que sous-traitant d'un grand groupe, de toute façon, on doit montrer patte blanche, que ce soit sur le réglementaire, le financier, la solidité, etc. Donc il y a effectivement des réflexes qui étaient ceux des acheteurs il y a quelques années, qui ne sont plus les bons aujourd'hui de notre point de vue, que ce soit pour des formulaires peut-être des fois pas adaptés. Je sais pas, on voit souvent des sociétés qui cherchent une IA qui va remplir tout seul un formulaire RSE ou un formulaire RGPD. Après, on prend un risque si on n'est pas compliant à ce qu'on a rempli. Mais en tout cas, il y a une nécessaire sensibilisation et formation encore sur le métier d'acheteur. Et pour ça, effectivement, ça rejoint la question des outils que le RSSI a en main. Lui doit aussi acculturer ces gens-là. Donc il y a plein de sociétés qui font de la sensibilisation pour les utilisateurs, pourquoi pas pour les acheteurs. Il y a plein de formats possibles, imaginables. Il y a des youtubeurs qui font de la sensibilisation, il y a des salons, effectivement. Moi, je déplorais tout à l'heure le fait qu'on n'a pas assez d'échanges entre les fournisseurs de solutions, les experts du domaine et les achats. Il y a eu une initiative il n'y a pas longtemps à Bercy, il y a quelques semaines, organisée par la Direction Générale des Entreprises, sur un salon qui s'appelait Journée Autonomie Souveraineté de l'État, qui avait vocation à mettre en face des acheteurs et des fournisseurs de solutions. Ça, c'est super comme initiative, mais il n'y en a vraiment pas assez. Et je pense que ça, ce serait vraiment bien, peut-être c'est un appel aussi pour le Forum Insider. Il y a évidemment des acheteurs qu'on croise dans les allées, mais on aimerait en croiser beaucoup plus, parce que finalement, c'est quand même des gens qui sont partie prenante d'une décision. Et ils ne doivent plus intervenir juste au début et juste à la fin, au début pour envoyer des formulaires et à la fin pour négocier un prix. Si j'ultra schématise, je ne veux pas me mettre les acheteurs à dos, mais on doit les voir un petit peu plus dans le processus, d'autant qu'ils vont parler à plein de gens, comme on disait, non plus seulement le RSSI qui est l'influenceur numéro 1, mais aussi les métiers, la DSI, l'innovation, etc. Donc cette évolution du métier d'acheteur, il est vraiment important. Je fais une petite parenthèse aussi sur le secteur public, où là on est encore plus dans un contexte où on s'appuie sur un existant, sur un legacy assez important, puisque quand on répond à un appel d'offres, très souvent dans l'appel d'offres, le critère d'allocation du marché numéro 1, c'est le prix à 70%. Et après, on a 20% sur la qualité du mémoire technique et 10% sur la démarche RSE et d'autres éléments. Ça serait bien que ça évolue aussi. Alors c'est plus long parce qu'il faut changer le code des marchés. C'est aussi ce que chez Exatrust on essaye de faire, d'adapter finalement. Le marché de la cyber a énormément évolué. Moi, quand j'ai démarré il y a 20 ans, on ne parlait pas de cybersécurité, on parlait peut-être de sécurité informatique, mais on n'en était pas du tout dans les termes qu'on utilise aujourd'hui. Et donc ce métier doit évoluer aussi, et les référentiels qu'on connaît également. Donc sur les appels d'offres secteur public, c'est assez révélateur du fait qu'on doit quand même s'adapter, parce que le critère numéro 1, naïvement, je le dis, ne peut plus être à 70% le prix. Il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux de résilience, il y a des enjeux de souveraineté, d'indépendance, de risque, de RSE, de qualité de l'offre, de certification. Et sinon, ça tronque un petit peu trop la donne, et finalement, ça, on ne fera jamais évoluer. Ça restera tel que c'est si ces référentiels-là n'évoluent pas. Cédric, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais sur ces aspects donc, de politique, enfin, de la commande publique, c'est vraiment la tarte à la crème. Mais quand vous voyez les cahiers des charges, les appels d'offres avec 70% en fait, donc, du prix, vous avez des produits américains en face, c'est vraiment en fait, compliqué. Et ça, en fait, c'est vraiment évidemment très dommageable. Et pourquoi il y a des superbes suites logicielles aux États-Unis et nous, on est des intégrateurs pour intégrer en fait, les produits américains, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de commandes publiques. Et que là, le gouvernement a dans les mains, avec la transposition de Nice 2, encore une fois, des choix de politique. Moi, je vous dis souvent, je crois beaucoup à la politique quand c'est bien fait. Vous pouvez en fait changer la vie des gens, vous pouvez changer la vie des entreprises. Et donc, il y a une opportunité qui est sans précédent. Mais franchement, la commande publique, et sans arrêt, chaque semaine, on voit des choix de ministères en fait, qui ne sont pas forcément les bons. Alors, ça va poser la question, pourquoi on n'utilise pas des produits français? C'est pas uniquement pour des histoires donc, de coût, c'est qu'on n'est peut-être pas aussi bon. Et ça, on pourra en fait donc en parler. Je ne dis pas technologiquement. Je dis en fait sur la manière en fait justement d'être utilisable. Nous en face, on a WhatsApp. Et WhatsApp, c'est utilisé par 2,7 milliards de personnes. Et ils ont pris des habitudes. Donc c'est à nous d'être aussi bons en fait qu'eux, si on veut vraiment être massivement donc, utilisé. Donc ça pose vraiment en fait donc la question d'un effort. Mais on en parlera certainement des fournisseurs, des éditeurs de logiciels. Mais au-delà de ça. Arrêtons de faire en fait, donc, des cahiers des charges avec 70% en fait, donc, du prix. Alors je sais qu'on va en rentrer dans une phase un peu compliquée. On attend en fait, comment on va faire les 40 milliards d'économies cet été. Mais on peut vraiment rationaliser certainement en fait, donc, des coûts. On va passer dans quelques instants aux questions de la salle, mais justement vous êtes là deux fournisseurs, on s'aperçoit que vous avez une multitude désormais d'interlocuteurs. Comment on s'adapte à cette nouvelle donne? Alors ça c'est l'essentiel. Donc la première chose c'est quand on arrive sur un marché, il ne faut pas refaire en moins bien ce qui existe.
et il faut refaire complètement autrement. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire donc chez Olvid pour faire. Je me souviens quand on était allé au FIC en 2019, la première année, on avait dit bon, j'étais avec mon associé docteur en cryptographie. Et on disait, bah voilà, on a lancé une nouvelle messagerie instantanée. Les gens nous disent, mais encore une, c'est insupportable, vous n'y arriverez pas, etc. Et puis on a gagné le prix du FIC donc en 2020 et ça a changé en fait donc la donne parce que les gens ont compris la rupture technologique qui était là. Donc ce que je veux dire, la première chose, c'est qu'il faut faire différemment. Et il faut faire mieux, il ne faut pas faire moins bien. La deuxième chose, il faut faire aussi bien sur les fonctionnalités. Et c'est vraiment ce que je disais donc, tout à l'heure, c'est-à-dire que les standards d'utilisation du X, du Y, de comportement d'expérience utilisateur, eh ben, il faut que ce soit aussi bien dans les produits français. Donc il y a du travail, effectivement, ça se finance, la R&D, de toute façon le meilleur financement c'est le chiffre d'affaires et la commande, mais il y a tout un travail effectivement qui est fait de ce côté-là. La troisième chose, il faut qu'on fasse des grilles tarifaires qui soient facilement compréhensibles et honnêtement un RSSI, un DSI ou des achats, ils doivent maintenant maîtriser leur budget. Alors souvent il y en a qui vont se dire bon allez on va facturer à la consommation. Mais la consommation, ça peut s'envoler. Donc c'est un peu compliqué. Et donc nous, on essaye de faire les prix les plus simples possibles pour que même un non-technique puisse comprendre au moins les différentes lignes d'un bon de commande de manière à ce que ça lui simplifie. Moi, je suis persuadé que on doit faire des efforts sur les fonctionnalités, que ce soit aussi simple que les produits américains. On doit faire autrement, mais on doit en fait aussi avoir, même si le produit est technologique complexe, on doit avoir en fait une manière de raconter une histoire simple pour qu'un non-technique, en gros on s'adresse aux membres du COMEX, hein, parce que le RSSI il va comprendre, même s'il y a un jargon un peu technique, il faut qu'on arrive, et ça c'est la grande nouveauté, à parler de produits technologiques pour qu'un membre du COMEX ou une mère de famille puisse comprendre ce qu'on est en train de faire. Et cette histoire que l'on raconte, c'est finalement le nerf de la guerre. C'est-à-dire nous, en fait, donc éditeurs, même quand on doit aller vers un acheteur, on doit lui raconter un premier niveau d'histoire extrêmement en fait, donc basique pour qu'ils puissent en fait comprendre. Après les aspects technologiques, il y a des sachants qui pourront en fait aider à prendre la décision. Pour compléter, donc, pour moi sur l'adaptation que nous on doit avoir en tant qu'offreur, il y a deux angles. Il y a un angle technologique que Cédric a bien développé. J'ajouterais juste là-dessus la question de l'innovation, mais c'est ce que tu disais. Nous deux, on a eu la chance de gagner un concours prestigieux. Nous, Snowpack, on a gagné d'autres l'année dernière. On a vraiment raflé beaucoup de concours d'innovation du fait de nos technologies de rupture. La cape d'invisibilité, c'est pas que dans Harry Potter, c'est aussi dans le monde du numérique maintenant. Maintenant, l'innovation, donc le marché nous en demande pour faire aussi bien, voire mieux que d'autres, etc. Et de justifier finalement pourquoi on va investir sur telle ou telle solution. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on l'achète. C'est-à-dire que l'innovation, c'est pas le tout de la demander. Il faut avoir derrière Ah, voilà. Bonjour. Excusez-moi pour ce retard. Désolé pour cette interruption. Pas de souci. Je parlais de l'innovation, sur le fait qu'il y a beaucoup de sociétés qui en fournissent, qui en apportent. Il y a plein de concours prestigieux où on voit des pitchs magnifiques sur des solutions. Voilà. Mais derrière, il faut l'acquérir parce que c'est ce que disait Cédric, ce qui permet de développer un marché, c'est la commande. C'est pas que les subventions de l'État ou des levées de fonds, etc. C'est d'abord la commande des clients de la vraie vie. Donc cette innovation, il ne faut pas seulement la demander, il faut l'acquérir. Le deuxième point, c'est vraiment sur les processus de vente. On parlait des achats, mais nous, on doit améliorer et je dirais faire évoluer aussi nos processus de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'interlocuteurs sur un sujet cyber. On a parlé des métiers en particulier, de l'innovation, de la compliance, du risque, etc. Qu'un commercial, si je schématise, chez nous, il doit aussi adapter son discours pour être capable de parler à tous ces gens-là. Et c'est pas parce que la personne à qui il parle est très fan de ce qu'on propose qu'il est forcément la personne qui va acheter la solution. Donc identifier le persona, le buyer persona qui a vraiment le budget, c'est pas forcément évident. Des fois on avance très très bien avec quelqu'un et finalement c'est pas le décideur ou en tout cas il dépend d'un autre ou d'autres et c'est pas lui qui va acheter, donc on va perdre beaucoup de temps. Et ça aussi ça contribue à quelque chose qui est assez dramatique, je trouve, chez nous, c'est la longueur des cycles de vente. C'est-à-dire que le marché, moi ça fait 20 ans que je suis dans le domaine de la cyber, mais il y a 5 ans c'était pas un délire comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, un cycle de vente, c'est très long. Ça dure 1 an et demi, 2 ans. Des fois, pour des financements de 5 ou 10 000 euros. Hein. Je ne suis pas en train de parler de projets de 300 millions. Et donc, ces cycles de vente sont très très longs. Donc, on doit adapter l'offre pour être hyper percutant, trouver immédiatement les bons acheteurs dans tous les gens qui sont concernés par le sujet, métiers, etc. Et puis, faire en sorte que nos cycles de vente soient raccourcis parce qu'il en va de l'état
J'ai vu une étude hier de Numéum qui est sortie sur l'état du marché de la cyber et de la performance des ESN et des éditeurs de logiciels en 2024-2025, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Et la longueur des cycles de vente est un effet. Il y a évidemment des tas d'autres contextes, géopolitiques, sociétaux, réglementaires, politiques tout court, etc., qu'on a connus en 2024. Mais ça complexifie. Donc nous, on a aussi un besoin d'adaptation, d'adaptabilité à ces nouveaux marchés. Et donc le commercial moderne, il doit être vachement bon, parce que ça doit être un sacré couteau suisse aujourd'hui pour être capable de naviguer dans tout ce système. Oui, et puis il n'est pas forcément capable de s'adresser à tous les interlocuteurs, donc il y a aussi une team en fait, j'imagine. Exactement, au même titre que dans un COMEX d'entreprise, l'acheteur parle avec le RSSI, le DSI, etc. Eh bien nous, dans un process de vente, le commercial va travailler avec un avant-vente, ils vont solliciter la direction à certains moments pour pouvoir s'adresser à certains agriculteurs. Je vais laisser parler un peu notre ami. Je vous laisse bonjour à tous, il y a arrêté dans le métro. C'est simplement juste pour compléter. Prenez le micro. Je le donne pas à Cédric du coup. Moi je rêve d'avoir un guichet unique par entité, donc par ministère, parce qu'il y a tellement d'interlocuteurs, il y a tellement en fait, donc, de réunions. S'il pouvait avoir quelqu'un avec une casquette cybersécurité, en fait, donc achat en termes de gouvernance, d'aller choisir en fait, les bons interlocuteurs, je prends le métier, etc. Un interlocuteur dans l'entreprise, ça fait gagner en fait, donc, du temps, ça permet en fait, de fédérer, de monter une vraie stratégie, et il y a beaucoup trop d'interlocuteurs. Dans certaines entités, il y a plein de gens qui ne savent même pas en fait, qu'on a vendu des licences dans tel département, les gens ne se parlent pas assez. Donc la gouvernance est centralisée en fait, les achats. Alors Olivier, bienvenue. Merci beaucoup. Alors on a évoqué plein d'aspects sur ces nouveaux acheteurs, ces nouvelles stratégies. Comment les acheteurs peuvent s'intégrer dans cette nouvelle donne? Il y a de plus en plus d'interlocuteurs, il y a un contexte réglementaire qui change, il y a l'effet Trump, il y a énormément de paramètres. Effectivement. Bon, donc déjà bonjour à tous. Voilà, vous voyez, je suis l'archétype de l'acheteur, c'est-à-dire toujours en retard, on attend toujours les achats et puis ils arrivent sur la brèche, mais quand même opérationnel au bon moment. Il est pas plus proche, d'accord, très bien. Donc effectivement, pour répondre à la question, aujourd'hui les achats sont au cœur de cette problématique dans les achats IT. C'est vraiment un sujet que l'on prend à bras le corps. La grande difficulté que nous, les achats, rencontrent aujourd'hui dans cet écosystème de la cyber, c'est la multiplication des interlocuteurs, la multiplication des acteurs et beaucoup de nouvelles entreprises en termes de start-up. Donc la difficulté que l'on rencontre et la manière dont on doit s'intégrer, c'est parler au plus près avec d'abord les RSSI et la DSI pour déjà identifier leurs besoins, leurs contraintes et leurs spécifications et pour pouvoir gagner en termes de, qu'on parlait de cycle de vente, effectivement, pour gagner en temps de cycle de vente, enfin, pour éviter que les durées des projets durent trop longtemps, effectivement, c'est que les achats doivent être intégrés le plus en amont possible. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, ça dépend beaucoup de la maturité de la fonction et la maturité de l'entreprise, mais plus les achats vont pouvoir être intégrés en amont, définir le besoin avec le RSSI, la DSI, etc., tous les métiers, travailler sur l'identification des fournisseurs. Et une fois identifié, s'assurer, parce que la partie achat, ce n'est pas que la partie financière et négocier le bon prix au bon moment, c'est aussi s'assurer que le fournisseur respecte tout un ensemble de critères qui sont attendus par les entreprises. On parle de la solvabilité financière, puis de la partie RSE aujourd'hui qui prend de plus en plus le pas, etc., etc. Une fois que l'ensemble de ces éléments sont bien garantis, à ce moment-là, le processus peut aller être beaucoup plus rapide. Voilà. C'est vraiment un élément clé de la démarche, et je reviens effectivement sur ce que disait Olivier. Il faut vraiment prendre les bons interlocuteurs au bon moment, et surtout adapter aussi son discours. Aujourd'hui, nous, côté achat, on peut avoir quelques difficultés, c'est-à-dire qu'on n'est pas des experts sur tous les domaines. Moi, si je prends mon périmètre, je gère l'ensemble des achats IT, tout périmètre confondu, donc du software, du hardware, du réseau, de la bureautique, etc. Et la cyber aussi. Et je ne peux pas connaître, je ne suis pas une personne de la technique forcément. Donc on a besoin effectivement dans le processus de commercialisation, si je me place à votre place, d'une personne, enfin des personnes, qui vont être capables d'adresser le sujet d'une manière, je ne vais pas dire simple, mais en tout cas audible pour un acheteur, pour qu'il comprenne les enjeux, pour qu'il comprenne les attentes, quels sont les résultats attendus et quel est le retour sur investissement qu'on va pouvoir réaliser. Donc ça vraiment c'est un élément clé dans le processus de vente et dans les attentes des achats en tout cas. On a parlé également du rôle des métiers, du rôle croissant des métiers. Comment vous, en tant que fonction achat, vous vous interfacez avec les métiers? Alors, de la même manière, enfin pour moi,
je vais prendre une posture un petit peu particulière, c'est-à-dire que pour moi, le RSSI, la DSI ou les entités, on va dire commerciales, marketing ou autres, sont pour moi mes clients internes. Donc la manière de m'interfacer avec eux, c'est tout simplement travailler en étroite collaboration avec eux, bien comprendre leurs attentes et leurs besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vient nous voir uniquement lorsque le projet est terminé, ou enfin le choix du fournisseur est terminé, effectivement, on va avoir des difficultés, des contraintes pour avancer. Mais par contre, lorsqu'on s'interface le plus en amont possible, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux sur les roadmaps projets, ça c'est quelque chose moi, sur lequel je me bats lorsque je travaillais pour la Honnête et la Française des Jeux, c'est les choses sur lesquelles je me battais pour pouvoir être intégré le plus en amont possible dans la définition des roadmaps projets, identifier les besoins, identifier les priorités en termes de projet pour pouvoir adresser le bon sujet au bon moment et trouver effectivement le bon fournisseur ou les bons fournisseurs en tout cas au bon moment. Donc ça vraiment ça fait partie de cette interface avec les acteurs. On essaye aussi de participer, voilà, comme là aujourd'hui, à des forums ou des salons spécialisés sur lesquels on va rencontrer soit des acteurs déjà bien implantés dans le domaine du cyber, soit des nouveaux acteurs et des nouvelles entreprises. Voilà, pour identifier les innovations, identifier les nouvelles approches et les nouvelles méthodologies et nouvelles solutions que l'on va pouvoir aussi partager avec nos clients en interne. Voilà, c'est vraiment cette démarche de partenariat. Aujourd'hui, la performance de l'achat, au-delà de la partie négociation, mais comme disent les Américains, la négociation c'est 20% du travail, 80% de l'efficience de l'acheteur doit se faire en amont. Donc, se fait en amont, la maîtrise du besoin, etc. Donc, on est vraiment dans cette approche-là de dire partageons les informations, partageons les ressources, travaillons main dans la main avec les différents acteurs le plus tôt possible pour pouvoir gagner en efficience. Très bien, merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Alors, madame, oui, vous avez une question, madame. Bonjour, merci pour votre participation à tous. Alors, Fabienne Marquet, je ne sais pas s'il fonctionne, oui, c'est parfait. Fabienne Marquet, vice-présidente de l'ISORSO et directrice d'une practice compliance RGPD cyber. Une question précise et une autre question précise, c'est sur votre produit Ovid. Est-ce qu'il y a confidentialité des données? C'est-à-dire qu'en one-to-one, bon, ça c'est pas gênant parce que c'est one-to-one, mais en groupe, si on envoie en groupe, est-ce que les noms, prénoms, IP, enfin quelque chose est caché? Très rapidement, parce voilà. que, en tout cas, tout est absolument en fait, donc, chiffré, quelle que soit la nature en fait, justement, des éléments qui sont envoyés, du texte, du pièce jointe. Ça c'est OK. Donc ça c'est OK. Et peu importe le nombre d'utilisateurs, tout est absolument chiffré avec des protocoles cryptographiques, peu importe le nombre d'utilisateurs que vous avez dans un groupe ou en one-to-one. Oui, mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on voit les gens dans le groupe? Vous avez en fait les gens. gens. On fait gagner un client. Vous avez en fait la possibilité, en fait, donc d'avoir dans votre carnet de contact les gens en tout cas qui appartiennent à votre groupe. Mais vous avez aussi des cercles de visibilité où vous décidez de pas, vous pouvez voir une personne ou deux, vous pouvez en fait segmenter en fait, la visualisation en fait, dans des groupes. Après, je vous dirai. Ça existe. C'est très dur de trouver la solution et je vous donnerai un client. Alors, je vais essayer de vous apporter une solution par rapport à vos questions et les freins que vous trouviez aujourd'hui. Sur la personne qui vous manque, il y a le délégué à la protection des données. Et celui-ci, vous n'en avez pas du tout parlé. Et je peux vous dire que celui-ci, il est même demain RSSI, hein, il s'occupera même de Dora ou autre. Et particulièrement, moi, dans mon entreprise, et dans les entreprises où je suis DPO, je l'utilise et c'est le facilitateur de tout. C'est-à-dire que c'est celui qui va vous valider, même aux achats. Si vous le mettez dès le début, parce que c'est lui qui va accepter le traitement. Donc vous n'aurez pas d'achat de produit, vous n'aurez pas rien du tout, hein, s'il n'est pas validé par le COMEX. Donc c'est un facilitateur. Normalement, c'est quelqu'un qui est généraliste. C'est pas un juriste, c'est pas un SI, mais il connaît du SI, il connaît du droit, il connaît tout. C'est le meilleur des beaux, celui-ci. Après, ils sont différents. Mais celui-ci, vous l'avez aux achats parce qu'il va donner peut-être des grilles ou être, si en plus il doit être commercial dans le savoir-être, il doit être politique, il doit être diplomate, il doit convaincre, il doit savoir se taire, enfin il a plusieurs casquettes. Et en tout cas, le DPO, il va être aux achats, il va être votre facilitateur, il va vous sensibiliser les équipes. Et c'est celui qui, avec les métiers l'appellent dans le projet, il est au début de la faisabilité du métier, et c'est lui qui va aller en relation, voir le RSSI qui est son copain, avec qui c'est le duo, c'est lui qui va aller voir les achats, c'est lui qui va tout valider. Enfin, voilà la solution que je vous apporte. Entièrement d'accord. Olivier, oui, moi je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez 100% raison.
je module juste un tout petit peu de mon expérience personnelle. Alors nous, chez Snowpack, aujourd'hui, on ne véhicule pas de données personnelles, donc je suis moins directement concerné depuis que je travaille dans cette entreprise, mais dans la précédente, je travaillais dans un secteur qui était celui de l'Identity Access Management, où là, on avait effectivement des bases d'utilisateurs, et donc on parlait souvent au DPO dans les contextes dans le contexte achat. Le DPO était un acteur partie prenante du système. La seule déception que moi j'avais par rapport à ça, et nous on avait fait un choix stratégique fort dans cette entreprise, puisqu'on était un acteur du on-prem depuis l'origine, et quand on a décidé de passer sur une stratégie SaaS et de porter notre offre en SaaS, on a fait un choix de dire, moi tous mes concurrents sont américains, ils sont chez les grands clouders américains, je vais faire un appel d'offres entre les clouders français pour proposer une offre qui est basée sur des clouders français. Et donc on a fait un appel d'offres interne Exatrust pour vraiment avoir un acteur avec lequel on allait développer notre offre en SaaS et proposer une offre vraiment souveraine, développée en France, sur des serveurs en France, non soumise à quelque législation américaine que ce soit ou autre. On a fait ce choix-là et on s'était dit stratégiquement, bah là, le DPO va être mon meilleur ami parce que nous, on va avoir un argument qui tue par rapport à ces enjeux de la protection des données à caractère personnel. Eh bien, on a été très déçus de l'impact vraiment de ça, parce que, je parle d'il y a 2-3 ans encore, donc peut-être que ça a évolué dans le bon sens et j'espère, parce que le poids du DPO était encore pas très fort dans vraiment le processus final. C'est-à-dire que c'était un élément de compliance, comme on a pu dire tout à l'heure, sur un formulaire X ou Y, et malheureusement, c'était, en tout cas de mon expérience personnelle, pas encore quelque chose d'assez impactant. Mais je souhaite, et au même titre que le métier d'acheteur évolue, le métier de RSSI évolue, et le métier de vendeur évolue, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que moi je suis un éternel optimiste, donc tout ça va dans le bon sens, et tous ces gens-là qui se parlent avec la sensibilisation qu'il y a, avec l'actualité, avec le contexte, avec l'évolution des métiers, la réglementation, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, vont aller dans le bon sens, et oui, il va prendre de plus en plus de poids, et je pense qu'eux, ils ont quand même un petit peu essuyé les plates de NIS 2. Moi, quand j'explique NIS 2 à des clients ou des prospects, je leur dis, ben, regardez le RGPD, au début, on ne comprenait rien, c'était compliqué, on se disait on avait le temps, c'était pénible, etc. Puis finalement, maintenant, c'est quelque chose qui est rentré dans nos usages et qu'on maîtrise et qui est bien dans la conscience de tout le monde. Donc NIS 2, ça va faire pareil. Ça va être un petit peu douloureux au départ, mais finalement, c'est quand même un mal pour un bien et ça contribue tout ça quand même à un processus généralisé qui est quand même plus optimisé. C'est que le DPO, quand il était SI, il n'avait pas compris que dans l'article 5, la sécurité fait partie. Donc même s'il n'y a pas de données personnelles, il doit vérifier où il y a des logs, c'est une donnée personnelle. Donc l'article 5 du RGPD, F, c'est la sécurité. Et la sécurité passe par le DPO. Et ça n'avait pas forcément d'intérêt des libéraux qui sont que juristes. C'est ça, au départ, je te laisse la parole, le RSSI il y a 15 ans, il était tout seul, on lui jetait des cailloux parce que c'est celui qui emmerdait tout le monde à dire qu'il faut changer vos mots de passe. Si je schématise, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le DPO, c'est pareil. Au départ, dans l'application du RGPD, on l'a vu quand même quelqu'un qui amenait de la pénibilité dans nos processus. C'est plus du tout le cas. Donc tout ça évolue bien. Mais au départ, c'est quand même un petit peu toujours douloureux. Et c'est pour ça que le travail de sensibilisation, il est hyper important. Alors, juste un mot sur la législation et la réglementation. En France, on adore faire des lois, des règlements. N'empêche que le RGPD, ça a permis quand même d'éveiller un peu les consciences sur le traitement donc, des données personnelles. Il y a quelques pays en fait, en dehors de l'Europe qui sont en train de s'en inspirer et je pense que la philosophie NIS 2 en fait c'est pareil. Alors évidemment peut-être en France il faut dire faites-le sinon il y a sanctions, c'est aussi peut-être la culture, j'en sais rien, mais ça va vraiment en fait, donc, dans le bon sens. Et peut-être qu'un jour les gens comprendront oh là là je vais provisionner de l'argent s'il y a en fait une sanction. Non, si jamais il y a une cyber en fait, donc, attaque, on sait que le rapport du Césin l'a très bien montré, 65% du business est impacté directement. Et il y a un certain nombre de pourcentages d'entreprises qui ne s'en remettent pas. Donc il faut bien comprendre que la réglementation, c'est une opportunité. Il faut, tout le monde dira, il va y avoir des sanctions qu'on va être appliquées. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est protéger vos systèmes d'information. Je crois qu'il y a un monsieur qui voulait réagir également. Bonjour, Jean-Pierre Autophonie Santé. Allez-y. Mettez bien le micro auprès de votre bouche. Oui, j'hésite. Moi, je suis très content d'être là. Je suis très content d'être là parce que je vois qu'il y a une communauté qui fait des fonds de français, du gouvernement français et de faire en sorte que l'informatique française existe. Et ça me fait plaisir, ça fait 20 ans d'être en ça. Je suis responsable pour une entreprise de quasiment 80% des achats des logiciels informatiques, d'infrastructures et de sécurité qui ont été mis en place. D'accord. Une grande partie d'entre eux sont américains, pas de problème. Certains étaient français, la premier outil souverain français que j'ai acheté et choisi, c'est il y a 15 ans, 15-16 ans. Malheureusement, ils vendent un groupe qui ne se fait acheter par tout le monde. D'accord. Chaque fois, il y a une solution souveraine. Je vois quelqu'un qui vend une solution souveraine, et j'ai posé une question idée dans les voir il n'y a pas longtemps, c'est la pérennité. Qu'est-ce qui me dit que dans 5 ans, ta boîte ne va pas être vendue par quelqu'un parce que ton patron a décidé de faire de l'argent?
ou pas que ton modèle économique n'est pas suffisamment puissant. Expliquez-moi comment en France, comme en Europe, pour 1,5 milliard de dollars, on a pu laisser partir une cinquantaine de solutions souveraines européennes. 1,5 milliard. C'est que dalle, 1,5 milliard. Moi, mon vrai problème, il n'est pas sur le plan du souverain. Il est de garantir à une entreprise que demain, n'importe quelle situation, je vois quelqu'un qui prend m'accompagner si cette solution, j'ai même exploité cette solution, s'il y a un problème sur cette solution, donc d'avoir une équipe, des supports, des prestataires, des gens qui m'aident derrière. C'est ça mon problème, c'est pas l'équipe théorique, c'est pas 150 ingénieurs derrière moi, on n'est pas beaucoup, on essaie de faire les meilleures choses possibles pour nos utilisateurs, avec les meilleurs outils possibles. Cédric Benoît. Je vous en prie. Et je suis très content de vous voir, je vais vous expliquer pourquoi. Quand le code est arrivé, à un moment donné, moi je me rappelle avoir fait une recherche sur Internet, j'ai cherché des logiciels souverains français par rapport au cloud, par rapport aux nouvelles applications SaaS qui commençaient à se développer. Alors j'ai trouvé des trucs à droite à gauche, et à un moment donné, par hasard, je suis cliqué sur un lien, je suis arrivé sur un portail de. Je crois que c'était le portail du ministère de l'économie anglais. D'accord. Et dedans, il y avait toutes les applications SaaS validées par l'État anglais. Il y a plus de 15 ans. Eux avaient déjà à ce moment-là un catalogue de logiciels. Ils validaient, ils avaient 15 ans d'avance sur nous. Là, maintenant, après mon enfant, je vais sur l'État, j'ai toujours pas le portail. Il y a un petit peu dedans aussi, à droite, à gauche. Il y a Exatrust, c'est bien, Exatrust, il y a encore des solutions qui ont été rachetées par Proofpoint, il y a pas de mise à jour. Moi, c'est plus souverain, désolé. C'est embêtant, moi, j'ai embêté. J'aimerais bien avoir quelque chose qui me garantit, qui me certifie que ce que j'achète, il est vraiment. Alors, moi j'ai deux éléments. Le premier, en fait, c'est la technologie qui fait que si vous ne partagez pas donc, des données, si on n'a pas de données personnelles, demain, si Olvit se fait racheter, je sais pas, par des Chinois, je dis n'importe quoi, ils ne pourront pas avoir accès aux informations. C'est-à-dire que la technologie, justement, permet donc de prouver que même un actionnaire qui voudrait en fait essayer de faire quelque chose n'y arriverait pas. Et ça, en fait, c'est vraiment le garant de faire des produits où il n'y a pas donc d'accès des données aux fournisseurs du moyen de communication. Sur le deuxième en fait sujet, donc moi ma réponse elle est technologique, elle est scientifique, elle est mathématique. La deuxième en fait chose, on parle de ce fameux référentiel donc de l'ANSSI. Moi j'adorerais qu'en face de la liste de courses où il y a des centaines en fait donc, des éléments, je mets à la place d'un patron qui doit appliquer en fait donc une liste 2, il faudrait vraiment en face qu'il y ait le catalogue. Donc en face tel produit. C'est pas une obligation, mais c'est simplement au moins pour quelqu'un s'y retrouve et qu'il y a une corrélation entre quelles mesures je mets en place et quels produits je peux en fait donc acheter. Et ça, je crains en fait que ça ne va pas être en fait le cas. Moi, je souhaite vraiment que l'ANSSI pousse ses produits certifiés et qualifiés. Je voudrais vraiment que ce soit explicitement indiqué. Je l'ai dit aux députés quand j'ai été audité à l'Assemblée nationale. Ouais, pour compléter juste. Deux, trois éléments. Donc la première, moi je dirais que c'est compliqué d'avoir des garanties de faire que nous, Snowpack, on ne sera pas racheté par Proofpoint la semaine prochaine. Évidemment, il y a la bonne foi, il y a je peux le signer avec mon sang, voilà, il y a la stratégie d'un patron, d'une entreprise qui peut dépendre de tout ça. Il y a quand même des garde-fous pour garder justement ces éléments-là. Nous, chez Snowpack, on a des brevets dont on a l'exclusivité, qui ont été coécrits avec le CEA, qui aura son mot à dire si jamais on est racheté par une entreprise. Donc l'État aura son mot à dire aussi. Donc il y a un certain nombre de garanties qui font que l'État peut bloquer des rachats de sociétés. Dans ma précédente entreprise qui avait été vendue à un groupe qui était d'actionnariat 100% qatari à l'époque avant de passer 100% américain, les patrons qui étaient là depuis 30 ans avaient cherché à vendre. À la fin, ils avaient juste envie de partir à la retraite. Ils ont vendu l'entreprise à quelque chose qui leur semblait vertueux. Et en tout cas, ça, on peut difficilement le remettre en question parce que c'est leur trajectoire. Mais je comprends parfaitement la question qui est posée parce que c'est un vrai sujet. Si vous investissez dans une solution et que 2 semaines plus tard, elle a changé de pavillon et elle est plus soumise aux mêmes réglementations, c'est un problème. Cela étant, c'est pas parce qu'on est un petit qu'on est plus en danger qu'un gros. Moi, dans ma carrière, j'ai connu le rachat de Sun par Oracle. Pour ceux qui étaient là à ce moment-là, c'était déjà un énorme truc. VMware par Broadcom. Enfin, il y a des énormes rachats. Voilà, et des entreprises et des fonds qui... le fonds Thomas Bravo américain a acquis toutes les solutions du marché américain de l'IAM ces dernières années à coût de milliards de dollars. Donc il y a vraiment des moyens qui sont colossaux pour acheter des entreprises. Et le cas de Veid et donc de Hornet Security par Proofpoint est aussi un cas qui a un petit peu bluffé tout le monde. Pour ce qui est de leur présence au sein du catalogue Exatrust, je vais répondre à ce point-là, c'est que nous on considère chez Exatrust quand même que c'est pas parce qu'il y a un rachat qui est annoncé il y a un mois que tout de suite l'heure qui suit
ils sont devenus des espions, des méchants autres que français. Et donc du coup, on a un peu de respect pour Georges Lotigier, qui était un des cofondateurs d'Exatros, pour pas le virer comme un malpropre du jour au lendemain où il a basculé de pavillon. Donc on prend quand même un peu le temps, on a notre trajet la semaine prochaine, et puis on va régler cette question-là. Donc Jean-Yves, promis, on va traiter le sujet, mais on le fait quand même comme des humains qu'on est. Voilà, mais en tout cas, ces garanties, elles sont vraiment compliquées. Il y a quand même des mécanismes qui permettent d'en avoir sur l'actionnariat, sur la stratégie, sur le rôle de l'État. Mais d'un autre côté, le rôle de l'État, quand il va bloquer une vente d'une entreprise à un autre, ben, il va peut-être complexifier aussi la vie des gens qui ont amené cette entreprise là où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment de sa carrière et de l'état de maturité de son entreprise, si on veut partir à la retraite en vendant son entreprise, et que l'État bloque un achat et que finalement on ne la vend pas, et que, il peut se passer plein de scénarios. Donc c'est compliqué de répondre à cette question-là. L'État qui n'est pas capable d'assumer ses choix, hein, parce que comme on a entendu actuellement, excusez-moi, ce qui se passe à la santé, on rend responsable d'un plus un d'avoir choisi le F Microsoft pour le santé. Hein. Sachant que l'État fait Microsoft maintenant. Oui, de toute façon, c'est ça. Bien sûr. C'est l'hypocrisie qu'on a en France. C'est l'hypocrisie et si je peux juste me permettre de compléter ce que vous dites, effectivement, moi j'ai ma posture d'acheteur aujourd'hui, j'abonde dans ce que vous dites, effectivement. Aujourd'hui, notre capacité au niveau achat, c'est d'avoir une vision à un instant T sur lequel on peut effectivement essayer de garantir, en tout cas, du mieux possible que la solution que l'on va prendre, en tout cas, réponde aux attentes en termes de souveraineté, en termes de zone géographique, etc. Donc effectivement, la vision à long terme est quand même quelque chose de difficile aujourd'hui à anticiper parce qu'on est sur un marché ouvert. On n'est pas dans un écosystème fermé où le droit du marché aujourd'hui prévaut sur des politiques gouvernementales. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de puissance gouvernementale qui nous dit ce type de marché aujourd'hui, ce type de société, on va la garder dans notre environnement géographique et on va garder ce périmètre. On est encore ouvert dans ce périmètre-là. La seule posture, moi, côté achat, que j'essaye de prendre, mais ce n'est pas forcément facile, c'est au-delà de l'aspect, c'est bon, on a signé le contrat et on se serre la main et maintenant on laisse les équipes techniques vivre leur vie, c'est effectivement suivre au plus près nos fournisseurs pour essayer d'identifier les signaux faibles qui pourraient nous faire penser ou nous donner des informations sur des velléités d'évolution ou de vente ou de prise de participation par des sociétés étrangères ou d'une modification de leur stratégie technique et commerciale. Ce n'est pas forcément si facile à faire, puisqu'après il y a le droit des affaires et le secret des droits des affaires qui nous empêche aussi d'avoir un certain nombre d'informations. Mais plus on est proche en amont de nos fournisseurs, on parlait d'être de la proximité avec nos clients internes, mais le droit des achats est on va dire, a une double fonction, c'est être proche des clients internes, mais aussi proche de nos fournisseurs, pour pouvoir effectivement essayer, mais malheureusement c'est essayer d'anticiper ces situations-là et trouver peut-être des solutions de contournement. Une des approches que l'on a, par exemple, moi, que j'essaye de mettre en place, c'est la durée des contrats. C'est-à-dire on ne fait pas des contrats en CDI, enfin on essaie d'éviter les contrats en CDI, enfin entre guillemets CDI, c'est-à-dire à durée indéterminée, sur lesquels les bascules vont être compliquées après une contractualisation relativement longue. Si on peut limiter ce temps de contractualisation, ça nous donne quand même des moments réguliers avec le fournisseur pour savoir où il en est et pour pouvoir redéfinir l'architecture et les attentes. Il y a une question en fait juste derrière vous, mais juste un dernier élément de réponse, c'est l'open source. Nous, demain, si toute l'équipe Hollywood se fait écraser, Hollywood va survivre parce qu'on commence à travailler avec des laboratoires de recherche en cryptographie dans le monde entier. Ils s'intéressent en fait donc au code. L'open source permettra en fait donc à d'autres personnes de poursuivre le flambeau. Mesdames, vous voulez intervenir sur cette question? Alors, plusieurs, parce que j'avais... Je leur donne la parole avant. Peut-être le micro. Oui. Bonjour, je m'appelle Irina Moudoub, en fait je travaille dans la tech depuis 34 ans. Donc ma première question elle était d'ordre générique, parce que vous avez, je pense que c'est vous Cédric, qui avez dit que la cybersécurité c'est un métier récent. Personnellement je travaille dans la cybersécurité depuis 8 ans. Le marché est récent. Le marché est récent. D'accord. Donc en fait, je voulais si possible, des éléments de perspective, parce qu'en effet, la sécurité informatique, c'est un mot qui a eu lieu de tout temps. Vous parlez de Microsoft, ils avaient défait leur fonction de sécurité et leur offre avant de réinvestir massivement dans la sécurité, qui est devenue le marché du siècle apparemment. Et je voulais juste faire un constat. Je suis allée au FIC cette année, d'accord? Je suis business développeur comme vous. Ma spécialité, c'est les écosystèmes de partenaires, ESN, donc Global SI, éditeur de logiciels, puisque j'y ai moi-même travaillé
très longuement, et il n'y a jamais eu autant d'acteurs, que ce soit du point de vue de l'innovation, donc des startups, que ce soit du point de vue des opérateurs de cloud, souverains, pas souverains, européens et américains. Et en fait, le marché est tellement éclaté que pour organiser un référentiel de toutes les solutions de sécurité qui existent, moi-même qui suis professionnelle depuis très longtemps, j'ai du mal à maintenir mes tableaux à jour. Alors j'imagine un acheteur. Je sais. Il y a beaucoup d'éléments là, mais pour les acheteurs aujourd'hui, à ma connaissance, eux, ils sont face, a priori, parce que les gros clients comme les petits clients ont les mêmes, ils sont face à un besoin. Et j'ai beaucoup travaillé avec le secteur public, et le secteur public, comme le secteur privé, fait des CCTP, cahiers de clauses techniques, et à partir de là, ils savent normalement, très bien, sans nous, ce qui est bien la raison de l'effervescence de la compétition, faire un premier état de l'art, et quand monsieur dit qu'il n'y a pas de français, s'il n'y a pas de français, ils ne prennent pas de français. Et les commerciaux, bons ou mauvais, ils font le SIEM, papa, maman, le SASI, l'IA, enfin, tout ce qu'ils veulent. Et pour finir, les achats n'achèteront rien. Juste un mot en fait, donc là-dessus, je partage donc votre avis. Simplement, ce que je disais, c'est que le marché, donc, il est nouveau. Je dirais pas qu'il est éclaté, il est effervescent. Et donc, il y a une vraie compétitivité technologique. On sent en fait que les mathématiciens en fait, donc, français, que les ingénieurs français produisent. Il y a des spin-offs, en fait, donc, des laboratoires. Simplement, comme tout marché, il se développe. Et puis ensuite, on va assister à un phénomène de concentration. Restera, alors il y a des approches capitalistiques, mais je suis persuadé qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Il y a beaucoup en fait donc d'offres. Le marché va faire son choix, ça va se régulariser et seuls survivront les meilleurs. Dans tous les marchés en fait comme ça, c'est exponentiel. Tout le monde en fait y va. La cybersécurité, ça annonce, ça attire beaucoup de monde. Mais je suis persuadé que technologiquement, il restera en fait donc les meilleurs. Une précision ouais, sur la question des référentiels. Donc, moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, il existe pas mal d'outils, mais peut-être qu'ils ne sont pas assez marketés. Parce qu'il y a un truc dans lequel les Américains sont de toute façon meilleurs que les Français, c'est le marketing. Et donc, nous, chez Exatrust, c'est à ça qu'on travaille, c'est donner des outils, comme je disais tout à l'heure, dans les mains des achats, des RSSI, etc., pour les acculturer, pour les flécher vers des solutions qui vont répondre à tel ou tel besoin. Mais il y en a quand même pas mal des outils aujourd'hui. Et il y a le séminaire que j'évoquais l'autre jour sur la rencontre entre des acheteurs et des offreurs de solutions, la question a été amenée par une personne du CESA en disant qu'il n'avait pas encore son tableau de bord magique qui voulait, lui, son radar, tel qu'il l'imaginait pour trouver les bonnes solutions. Donc là, il y a plusieurs sujets. Wavestone fournit un radar des startups, un radar des solutions, une segmentation du marché. Ce radar, il commencera à être quand même assez connu et bien suivi sur les startups, les scale-up. Chez Exatrust, nous on fournit ce catalogue de solutions avec un moteur dynamique qui permet même, quand on veut par exemple remplacer sa solution Teams, on tape Teams et on va trouver Olvid. C'est-à-dire que je tape l'outil que j'ai et j'ai son équivalent par la société française qui se considère être concurrente de Teams en question. J'ai pas dit que ça existait. Non, bien sûr, mais J'ai pas dit que ça n'existait pas. Je disais un acheteur ou un client, en particulier les clients de type PME qui sont peu staffés et qui n'auront certainement pas de DPO ou de responsable de référence sécurité. J'en ai rencontré, comme tout le monde. Ouais. Alors, Clusif, ANSSI, Exatrust, tout ça, c'est formidable. Comme l'État français avec les préconisations de solutions souveraines dans l'idéal, c'est formidable. Mais la réalité du technique, c'est le CCTP. Et à partir de là, ils regardent les parts de marché, ils regardent ce que leur proposent les partenaires. Et je ne dis pas que je sais tout, c'est pas ça. Mais l'expérience terrain dit que les clients, petits ou grands, ils ne veulent même plus recevoir les ISV ou les start-upers parce qu'ils en ont assez qu'on leur propose, que vous disiez en amont, là, on va leur proposer un SIEM, on va leur proposer il y a une époque, moi je faisais de l'évangélisation pour le WAF. Le WAF, maintenant, c'est à peu près mainstream. Et au moment où j'ai commencé, j'étais obligée d'expliquer ce que c'était qu'un WAF. Bon, bah voilà. Et l'innovation, ce que vous dites vous et ce que vous faites vous, qui est vertueux, qui est la rupture technologique, eh bien, il y en a tous les jours. Oui, en fait, ce que je dis, c'est qu'il existe plein d'outils, mais pas assez. Donc nous, on a encore du travail. Aujourd'hui, dans les démarches qu'on a, par exemple, avec Exatrust, dans cette logique de sensibilisation,
on a des démarches où nous, en tant qu'association, on parle à d'autres associations. Je vais prendre par exemple Nucléaire Vallée ou d'autres organisations comme la Protection Civile ou la Fédération Française de la Quincaillerie, un certain nombre d'organisations qui eux-mêmes fédèrent un certain nombre de membres, beaucoup de sociétés. Nous, on ne fait pas du gré à gré. Moi, Snowpack, je ne peux pas parler à 30 000 sociétés, évidemment. Même si je peux parler beaucoup et longtemps, j'y arriverai pas. Mais en revanche, nous, en tant qu'association, on représente des acteurs. On peut parler à d'autres associations qui représentent eux-mêmes des acteurs et faire une espèce de pont pour travailler à cette sensibilisation. Parce que j'ai le sentiment que quel que soit le référentiel qu'on produira, de toute façon, il faut qu'il y ait un effort des deux côtés. Voilà. Pour ce qui relève des CCTP, moi j'ai répondu à un nombre indécent de CCTP dans ma vie, et de CCTP et de CCAP. J'en ai vu plein de fois des CCTP qui étaient des copier-coller de CCTP auxquels j'avais déjà répondu. Donc j'étais très content parce que j'avais déjà la réponse du coup, mais d'un autre côté ça illustrait quand même le côté un petit peu facile de partir de cet élément-là. Alors évidemment, si on doit déployer un annuaire d'établissement dans un hôpital, dans une organisation de santé, peut-être le CCTP il va pas être très différent du CCTP du voisin qui nous l'a filé pour gagner du temps. Mais des fois quand même, il y a quand même un effort à faire. Donc je pense que nous, en tout cas chez Exatrust, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de fournir des référentiels qui soient en adéquation avec ce qu'attendent les gens qui décident, mais il faut qu'on leur parle pour qu'ils nous expriment un besoin, pour leur dire, moi le référentiel, je veux que ce soit comme ça. Et les initiatives que j'évoquais, les radars Webstone, l'Exadiag, Exatrust, etc., sont des bonnes initiatives, mais peut-être qu'elles ne sont pas encore faites comme il faudrait, mais il faut que ce soit un effort bilatéral. De nouveau, c'est pas ce que j'ai dit, je vous remercie. Je pense que l'écosystème Exatrust et tous les écosystèmes existants avec les fédérations, les associations, ce que j'essaie de dire, c'est que quand on est un professionnel, je ne remettais pas du tout en cause les référentiels et la nécessité effectivement des outils, au contraire, elles aident tout le monde, mais par rapport aux achats, dans la cybersécurité comme dans la tech en général, je crois que M. Dahan l'a dit, malheureusement, je me mets à votre place, et c'est vrai qu'en ayant fait une dizaine d'ISV, en connaissant pourtant très bien le marché, puisque ça fait très longtemps que j'y suis, j'allais même dire que je suis né avec les réseaux locaux, donc je suis devenu un éléphant quoi, de la tech, et je finis dans le cloud avec du SaaS, bon voilà, et maintenant on est à l'heure de l'IA. Donc en fait, un acheteur, quel qu'il soit, on ne va pas lui demander de faire les 6 heures par semaine de formation qu'on fait tous, quand c'est pas 10 ou 15, parce qu'on est constamment en train de regarder ce que fait notre concurrent. Il y a une réalité de l'acheteur qui est différente en fonction de l'endroit où il se situe. Lorsqu'il est dans une PME, si tant est dans une PME il y a des acheteurs, ce n'est pas forcément le cas de toutes les sociétés françaises. En tout cas, il va être confronté à un nombre très important, en tout cas, de sollicitations du marché, dans un marché qui est, comme vous l'avez dit, en pleine évolution, en pleine croissance. Il va peut-être, en fonction de son plan de charge, aussi s'attacher au plus simple. Malheureusement, c'est une réalité, les journées, elles ne sont pas extensibles, les semaines ne sont pas extensibles, et les attentes des clients internes sont relativement urgentes à chaque fois. Donc elles sont de priorisation. Mais quoi qu'il en soit, là, effectivement, le premier réflexe de l'acheteur va être de rechercher, dans un premier temps, la facilité en effectivement regardant les premiers référentiels, effectivement, Webstone, on me demande un peu un truc, c'est presque un réflexe. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur les gros acteurs? Le marché des startups aujourd'hui est plus confidentiel, on va dire, pour un acheteur. Et effectivement, il faut qu'il ait de la bande passante pour pouvoir identifier, recevoir les fournisseurs, les identifier, aller sur les salons, etc. Les grandes entreprises qui sont bien structurées au niveau achat, où ils ont un staff qui est présent et sur lequel on peut passer du temps à aller faire des salons, à aller faire des congrès, à aller rencontrer plein de fournisseurs, etc. Effectivement, l'acheteur va avoir cette capacité à adresser, à identifier des nouveaux acteurs et pouvoir adresser des nouveaux besoins plus aisément et peut-être pas se caler uniquement sur les CCT comme ça, sans regard critique. Mais ça dépend aussi du niveau de maturité de la fonction et la capacité de l'acheteur à pouvoir traiter ces éléments-là dans un écosystème qui est en pleine ébullition. On est vraiment... Pour nous, acheteurs, on est vraiment confrontés à cette difficulté. Je n'ai pas cité Gartner, mais évidemment, il y avait celui-là. Oui, Gartner qui était peut-être le premier qui était regardé. Oui, mais il faut payer pour y être. Nous, on part du principe qu'on ne paye pas. C'est un autre sujet. Le plus rédactionnel dans l'édition, quand on paye, je sais pas. C'est vrai, mais c'est facile pour l'acheteur. Mais c'est plus facile pour un acheteur qui a une charge d'activité qui est vraiment forte,
parce qu'au-delà de l'acte d'achat, il y a toute la partie pilotage du fournisseur, pilotage de l'activité, mise en place des roadmaps projets, analyse des risques, etc. Donc effectivement, l'acheteur aura peut-être tendance aussi à aller vers la facilité et s'orienter vers des référentiels voilà, comme Exotrust, comme Gartner, etc. Voilà. Voilà, je vais revenir sur le point cité par monsieur qui est la pérennité, qui paraît bien évidemment essentiel aussi dans ce domaine. Je suis entièrement d'accord avec vous, Cédric, sur la partie open source, qui paraît être une stratégie essentielle pour effectivement garantir, tant que soit peu, la pérennité. Il y a aussi la taille du nombre d'utilisateurs des solutions, qui joue aussi, même si, alors je comprends ce que vous dites, les très gros peuvent se faire acheter, mais la taille permet aussi d'améliorer le produit. Si on a peu d'utilisateurs, il y a peu de chances que le produit s'améliore. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que le marché français n'est pas juste beaucoup trop petit pour arriver à assurer une pérennité? La taille, c'est un vrai sujet parce que en fait, le passage à l'échelle, le fameux, nous, start-up, on se le prend tout le temps. Parce que quand je vais parler à une grande banque, la première question qu'on va me poser, c'est dans quelle autre grande banque vous êtes déjà? Et donc moi, je vais dire, bah, je suis dans aucune puisque je démarre. Et donc, pour l'instant, je travaille avec des petites banques. Et donc, quand j'aurai fait des petites banques, j'en ferai des moyennes, et les moyennes me permettront d'aller voir les grosses. Et donc, on a déjà eu des discussions, effectivement, pour le coup, avec l'État, avec certains ministères, où ils me disaient, non, mais là, le problème, c'est que vous, les petites sociétés, la question du nombre d'utilisateurs, et c'est ce que disait Jean-Yves tout à l'heure, si vous voulez un SOC H24, vous n'avez pas travaillé avec une entreprise qui a 10 salariés, parce que comment ils vont faire le H24 à part en les exploitant comme des fous? Il faut des structures qui sont passées à l'échelle, qui ont peut-être beaucoup d'utilisateurs, qui ont un club utilisateur avec vos pairs, avec qui vous pouvez discuter, etc. Et ce passage à l'échelle, il est vraiment compliqué pour les petites structures, mais nous, on en a besoin. Et donc, moi, je considère aussi que pour certains organismes, c'est aussi peut-être le rôle de l'État en particulier, mais aussi des grands décideurs, des sociétés privées, de prendre quand même aussi un petit peu de risque, parce que s'il n'y a pas un moment, quelqu'un qui dit « Ok, cette solution-là, avec les réserves et les garde-fous qu'on a pris et peut-être les éléments contractuels qui vont bien, je ne l'engage pas sur un plus grand nombre d'utilisateurs », ça va financer le développement de la société et elle fera son passage à l'échelle et elle y arrivera. Donc c'est vraiment un peu quand même quelque chose qui est dans les deux sens. Ce passage à l'échelle, il est compliqué. C'est un frein pour les petites structures parce qu'on n'arrive pas à signer des grands comptes pour des bonnes raisons, parce qu'on n'a pas les reins assez solides, pas seulement financiers, mais peut-être techniques dans un premier temps. Mais on a besoin des clients pour pouvoir l'opérer, parce que de toute façon, si on doit investir sur la technologie pour qu'elle soit à l'échelle de ce que vous demandez, il faudra bien qu'il y ait des gens qui l'achètent. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est par exemple, on peut travailler ensemble, c'est-à-dire que des offres, l'avantage du marché français, qu'on disait tout à l'heure, et l'offre pléthorique qu'on a sur des solutions, même dans le même domaine, elles peuvent aussi s'associer. On peut construire des offres communes pour bénéficier du fait des références des uns des autres. C'est-à-dire que moi, je suis plus jeune qu'Olvid, si je travaille avec Olvid, je vais quand même bénéficier un petit peu de leur notoriété, de leur aura, et ça va me crédibiliser sur mon sujet, et ça va m'aider à passer à l'échelle. Donc nous, on crée aussi ces ponts entre acteurs pour travailler là-dessus. Mais il faut être aussi original et imaginatif pour faciliter ce passage à l'échelle, parce qu'il n'est pas forcément induit par les grands clients. L'acheteur de l'innovation, il n'est pas si courant que ça dans notre réalité. On en parle beaucoup, comme je disais tout à l'heure, mais trouver celui qui va vraiment investir dedans et prendre le risque, ça ne court pas les rues quand même. Donc ce passage à l'échelle n'est pas simple. Peut-être que toi, tu peux expliquer comment vous l'avez fait. Nous, on a fait le pari. On est téléchargeable dans le monde entier. On a des centaines de milliers d'utilisateurs qui utilisent la version gratuite de lui dans le monde entier. Et donc ça, c'est vraiment en fait, donc un moyen, justement, en ayant une partie gratuite donc, de l'application, téléchargeable sur les stores, d'arriver en fait, justement à un certain niveau. Le deuxième élément, c'est encore une fois la technologie. Prouve que nous, on ne va pas sur le marché, on commence à faire quelques salons internationaux, et on ne dit pas super, on est français, technologie française. Parce que très franchement, il y a certains pays, quand on est français, c'est pas évident, même s'il y a peut-être une bonne image, mais je vous assure que dans certains pays, c'est pas le sujet. Le sujet, nous on dit, on a une messagerie où la sécurité repose plus sur les serveurs. Peu importe qu'on soit français, les données restent entre les utilisateurs. Donc encore une fois, c'est la technologie qui permet en fait, justement le passage à l'échelle, d'aller convaincre des non-français. Et je pense que dans les produits de cybersécurité, pour prouver en fait, qu'on est facilement utilisable, il faut avoir une version donc, gratuite. Après, il y a des options payantes qui permettent de faciliter, par exemple, l'enrôlement avec une intégration d'un annuaire, mais ça, c'est autre chose. Donc, je pense qu'il y a la technologie qui fait qu'on peut être utilisé n'importe où. Et encore, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas le fait qu'on soit vraiment en fait, français.
c'est la technologie qui va dicter en fait justement les usages, quoi. Deux questions là, messieurs. Bonjour, je suis Arnaud Tchidar de Saint-Ouen. Tout ce que je veux dire, c'était dit par le précédent dame. Mais quelques questions, c'est par rapport à la cybersécurité, surtout pour les PME. C'est une vision globale qui demande la gouvernance dans son ensemble. Mais la difficulté, c'est que lorsque l'on cherche les logiciels français contenus dans les salons, on n'en trouve pas. On a toujours 80-90% des offreurs, ce que des Américains, moins d'Européens, et beaucoup moins de Français. Donc je pense que le fait que les précédents qui ont parlé avant moi, qui demandent donc un catalogue, il faut qu'un catalogue global certifié à la fois par l'ANSSI et recommandé par l'État français, voire donc l'Europe, ça serait une bonne chose. La difficulté qu'on trouve encore, c'est par rapport donc à l'application de la réglementation européenne. On a beaucoup de réglementations, mais comment on les applique? On a des difficultés, on ne comprend même pas de quoi ça parle, surtout moins de quelle est la différence entre telle loi et telle loi. Si je prends par exemple l'IA Act, pour l'instant, on ne sait pas exactement comment l'appliquer, comment le transposer sur le plan national. NIS2 aussi n'est pas encore comprise dans les sociétés, moins que l'ORA. Donc le problème, c'est qu'ils montrent un langage simplifié, compréhensible par tout le monde, pour leur expliquer quel est l'intérêt, par exemple, d'une réglementation d'une autre, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise et pourquoi on a l'obligation de la mettre en place. Parce que je pense qu'en France, la mise en place d'un logiciel, s'il n'est pas sanctionné par exemple, je prends par exemple le RGPD, il est passé d'appliquer tout de suite avant l'open data. L'open data parce que c'était mais il n'y a pas eu vraiment donc, de carotte derrière. Et l'autre difficulté, c'est que donc, la plupart des petites sociétés, ils ont toujours un cahier dans des chaussures. Ils ont toujours un Chagrin ou un logiciel américain qui traîne depuis le temps, qui n'est pas encore pris, mais on ne sait même pas comment l'intégrer dans son système d'information. Je suis d'accord. Donc le parent pro, les PME, les ETI, les tout petits en fait, entreprises, ça c'est notre boulot. Il y a deux choses à faire, la notoriété, expliquer très simplement en fait, ce que l'on fait, et se faire connaître, ça c'est du référencement. En fait. Donc quand vous tapez j'ai besoin de temps, il faut en fait qu'on ressorte, donc c'est l'investissement, en tout cas du référencement, donc ça c'est le travail donc, des éditeurs. Et puis le deuxième c'est vendre facilement. Nous on va sortir à la rentrée un site de commerce en, fait, en ligne où les gens pourront acheter directement sans passer par nous en fait, donc des licences. Donc l'idée c'est avoir la notoriété, comprendre, vulgariser pour que tout un chacun non technique puisse comprendre ce que nous avons fait. Et deuxièmement c'est l'accès facilement sans passer en fait, justement par une contractualisation avec nous, avec des achats en, fait, donc, en ligne. Ça c'est le travail des éditeurs, vous avez raison. Les PME, les ETI, en fait c'est le parent pauvre et on sait très bien qu'ils se font cyberattaquer en, fait, donc, en premier parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure donc sécurisée de l'IT. Un mot sur la question aussi des catalogues que vous évoquiez. Moi j'ai parlé celui d'Exatrust évidemment, mais il y en a d'autres. Il y a aussi, je pense, pour ça j'interviens, au référentiel du label France Cybersécurité. Donc rien que cela en fait, vous prenez le référentiel du label France Cybersécurité, donc francecybersécurity.fr, exatrust.com et le catalogue des solutions. Vous avez déjà quand même 200 sociétés dans le domaine de la cyber qui sont représentées là-dedans, qui sont françaises ou européennes, et qui adressent des problématiques qui sont soit vues sous un angle technique, soit vues sous un angle métier. Le premier catalogue qu'on a fait chez Exatrust, il reprenait mot à mot les parcours France Relance de l'ANSSI. Et les parcours France Relance de l'ANSSI, c'était d'abord des diagnostics aussi pour estimer un niveau si on était débutant, intermédiaire, avancé, expert, avec des mesures à prendre en compte sur un certain nombre d'éléments du système d'information. Et c'était vraiment des phrases sujet-verbe complément en disant je sécurise les accès distants à mon organisation, je sensibilise mes utilisateurs. C'était pas du tout des termes techniques. Et donc ça, c'était un moyen où nous, on s'est dit, tiens, ça c'est bien de prendre ça, parce que pour le coup, c'est facile à comprendre pour un directeur d'établissement hospitalier, qui n'est pas du tout un expert de la cyber, mais qui va se dire, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je prends. Parce que s'il tape une requête Google
ou s'il prend le Gartner, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas orienté vers une solution française, ça c'est sûr. Donc à nous, c'est ce que je disais, on a encore du travail à faire, et vos questions, je vous remercie, parce qu'on a le sentiment, nous, de faire beaucoup, mais en fait, on se rend compte qu'on ne fait pas assez, ça c'est certain, parce que finalement, le marketing et le buzz autour des propositions qu'on fait sur les catalogues, les moteurs de recherche, etc., ne sont pas encore tous faits. Je vous invite à venir aux universités d'été qu'on organise en septembre, qui est un événement qui aura lieu le 9 et qui va présenter énormément d'acteurs du domaine sur différents sujets, qui est un événement qui est vraiment focus sur la souveraineté et les solutions comme ça. Mais donc il y a beaucoup d'initiatives, les salons, le forum InCyber, etc. Mais je comprends qu'il en manque encore pour pouvoir toucher vraiment beaucoup de monde. Mais bon, on y travaille et on y arrivera. À vous. Oui, bonjour. Alors, Guillaume David Deniel. J'ai travaillé pour différentes solutions de cybersécurité pour l'aéronautique et la défense, mais c'est pas le sujet. Je suis un peu étonné, en fait, par ce que vous dites. Et je rejoins un peu madame, parce que le marché français, il n'est pas énorme. Je ne pense pas que l'État français soit là pour financer tout le monde. Hein. Et je ne pense pas non plus qu'on ait assez d'ingénieurs pour faire toutes les solutions sur tous les domaines. Donc là où je veux en venir, c'est que il y a des solutions, effectivement, où le marché leur permet d'avoir un service support qui sera au niveau que demandent les entreprises, et qu'une entreprise française ne pourra pas, à laquelle l'entreprise française ne pourra pas répondre. Donc je trouve un peu utopique de toujours vouloir avoir quelque chose de français. Il y a des solutions très bonnes qui sont à l'étranger et qui répondent à des besoins, et l'État français, on le voit avec le problème des finances, n'est pas là pour vous financer tout le monde. Voilà, ça c'est le premier point. Ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais que les entreprises françaises aient plus vite à l'international. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Sur ce premier point, merci de poser cette question. Alors c'est vrai, monsieur, je suis entièrement d'accord avec vous, la France a aujourd'hui une très mauvaise réputation à l'international. Depuis 10 ans, on est shooté à peu près partout, et je connais des businessmen qui disent qu'ils sont italiens plutôt que de dire qu'ils sont français. Mais bon, ça c'est un autre débat. On va prendre l'accent après. Ouais, pour revenir un peu sur le sujet du débat, ça fait à peu près 10 ans que moi j'avais vu dans les sociétés comme Carrefour, sur une planification projet, en fait, le problème cyber était un aspect de la demande fonctionnelle. Donc aujourd'hui, dans le process d'achat ou dans le process de la demande de l'entreprise, on rentre sur un besoin métier, à moins que ce soit un besoin IT pur, mais on rentre sur un besoin métier, et le cyber est une dimension. On voyait déjà dans les années 2018-2019, quand on discutait avec Carrefour, ils disaient très bien, on a 1 milliard de budget, entre guillemets, mais c'était pas. Et quand on discutait avec le CISO de Carrefour, il disait non, j'ai pas 1 milliard, j'ai un pourcentage des projets, c'est pas moi, c'est pas mon budget, c'est un budget du pourcentage du projet métier. Donc ma question par rapport au thème de la. C'est sur cette procédure, sur cette méthodologie en fait de projet, où la cyber est une partie, est une dimension. Ma question c'est qu'est-ce que vous voyez comme nouvelle orientation stratégique, parce qu'on voit qu'il y en a qui quittent le cloud, voilà. Ma question c'est sur cette dimension qui est dimension nouveau acheteur, process différent, et dimension technique, qu'est-ce que vous voyez? Alors dans le scope que j'ai pu traiter jusqu'à présent, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a une prise de conscience des risques au niveau SaaS aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va beaucoup dans de logiciels en application en mode SaaS. Voilà, on a cette orientation, et c'était des directives des DSI d'avoir une orientation en mode SaaS. Sur la plupart des applications, l'objectif principal, c'était effectivement la gestion, en tout cas des ETP aujourd'hui, les capacités de recrutement, des budgets de recrutement et de masse salariale, il fallait les maîtriser, en tout cas dans les entreprises sur lesquelles j'ai pu intervenir. Donc la mise en œuvre d'applications en mode SaaS a cette valeur ajoutée, en tout cas, de traiter ça. Sur le processus achat, aujourd'hui, la méthodologie, on va dire, et l'intégration de la partie cybersécurité est un élément du besoin, c'est-à-dire est un élément d'analyse.
Et après, il y a plusieurs visions. Le premier élément, effectivement, ce qu'on va chercher en premier lieu à répondre, c'est est-ce que la solution va répondre aux besoins du métier. On va dire c'est le cœur, c'est-à-dire si on fait quelque chose qui ne répond pas aux attentes du métier, autant pas le faire et on passe à côté. L'autre élément, effectivement, on va prendre en compte les aspects techniques, toute la partie infrastructure, réseau, etc. Et on va intégrer après par la suite les autres éléments. Et après, il y a des facteurs discriminants. Il y a des facteurs discriminants au niveau achat. Le premier élément facteur discriminant, c'est que si la santé financière du fournisseur ne répond pas aux attentes, on va potentiellement le sortir de la consultation. Et puis il y a d'autres facteurs discriminants, mais là on va dire c'est à l'appréciation aujourd'hui du RSSI ou du DPO. Je rejoins effectivement, aujourd'hui il y a une décorrélation entre le RSSI et le DPO avec chacun son pouvoir d'influence, qui vont pouvoir donner un go ou un no-go aussi sur le projet. Et aujourd'hui moi j'ai vu des no-go sur des projets sur lesquels le fournisseur cochait toutes les cases sur la partie besoin, métier, fonctionnel de la solution. Il répondait à 100% des besoins côté informatique sur la capacité d'intégration sur l'environnement, mais il répondait pas il répondait aussi à mes besoins à moi au niveau achat, il répondait à des aspects juridiques aussi, mais par contre il y a eu des no-go parce qu'il ne répondait pas à certains critères, au niveau cybersécurité. Moi, dans la méthodologie que l'on met en œuvre, c'est tout simplement, en même temps que l'on envoie le cahier des charges et l'expression de besoin et le dossier de consultation, on envoie en même temps le plan d'assurance sécurité, qui intègre à la fois les aspects cyber, alors nous, dans notre situation, c'était à la fois les éléments cyber, mais aussi les éléments liés au DPO, avec tout un ensemble de questions et sur lequel il devait répondre s'il satisfaisait partiellement, totalement ou pas du tout à ces aspects sécurité et ces aspects DPO. Et dans le cas où il ne répondait pas, s'il répondait complètement, la question ne se posait pas et on avançait avec lui. S'il répondait partiellement, là la main il revenait soit au RSSI, soit au DPO pour avancer et voir si soit c'était un point bloquant, soit il y avait une solution de contournement pour pouvoir répondre aux attentes, soit tout simplement il y avait un point de non-retour et on devait choisir une autre solution. Donc le facteur sécurité rentre aujourd'hui, est un élément en tout cas d'analyse, au même titre que la RSSE. À la différence de la RSSE, c'est qu'aujourd'hui, la RSSE, sur certains parts sur les marchés publics, aujourd'hui c'est vraiment un élément clé. Aujourd'hui dans les marchés privés, c'est un élément supplémentaire, mais pas forcément discriminant, alors que la partie sécurité aujourd'hui rentre dans un élément sécurité. Discriminant, je mets quand même un bémol dans ce que je dis. Oui, dans les grandes entreprises, oui, dans les ETI qui sont matures au niveau achat, au niveau cybersécurité, je suis un peu plus pondéré dans ma réponse sur les entreprises qui n'ont pas encore ce niveau de maturité au niveau PME, ou certaines ETI aussi qui n'ont pas encore ce niveau de maturité au niveau cybersécurité. Très rapidement, oui, merci pour la remarque sur votre première question, puisque je me suis peut-être mal exprimé. Nous, on n'est pas des extrémistes de la souveraineté. Déjà, il faut reconnaître qu'effectivement, des fois, il y a des trous dans la raquette et il n'y a pas de solution française qui réponde à tel besoin. C'est un sujet. Il y a la question du passage à l'échelle avec les enjeux qui font sous-jacent à chaque organisation. Nous, avec notre offre SaaS hébergée en France à l'époque, dans le monde du retail, on avait une latence énorme avec les magasins qui étaient en Australie ou en Amérique du Nord et notre solution, elle ne répondait pas aux besoins. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, ce que je voulais mettre en avant, c'est le rapport du SIGREF qui est sorti il y a quelques semaines sur l'ultra-dépendance qu'on a par rapport aux technologies américaines dans toutes nos organisations. Je vous invite à le lire et ça illustre bien notre position. Je vous en donne juste un extrait. Aujourd'hui, 80% des dépenses liées aux logiciels et services cloud à usage professionnel en Europe est passé auprès d'entreprises américaines, ce qui représente un volume de 265 milliards d'euros. Ces dépenses, elles sont exclusivement sur le périmètre des logiciels et services cloud à usage professionnel. Ça représente 2 millions d'emplois directs, indirects et induits. Et l'étude se projette en fait en disant que si en 2035, on avait réinvesti 15% de ces dépenses au sein de l'économie européenne, ça représenterait 500 000 emplois directs, indirects et induits. Nous, c'est ça qu'on vise déjà. Déjà, ce qu'on vise, c'est chez Exatrust, ne serait-ce que prendre ces 15% là de parts de marché qui sont aujourd'hui investis sur des solutions américaines,
pour des enjeux qui sont avec un niveau de risque sur l'interdépendance par rapport aux lois, tout ce qu'on a dit avant. Donc on n'est pas du tout dans un mode en disant tu switches à 100%. Moi j'ai encore un iPhone, hein, vous voyez, je ne suis pas complètement... mais donc c'est effectivement merci pour cette question-là, parce qu'elle permet d'éclairer notre position pour pas qu'il y ait de mauvaise compréhension. Mais ces 15%, ils sont hyper importants parce qu'on voit que ça fait des chiffres absolument énormes. Et ces 15%, ils peuvent être réinjectés dans l'économie européenne et française évidemment. Et c'est ça qu'on adorerait faire dans l'évolution du métier d'acheteur. Notre table ronde touche à sa fin. En général, vous voulez ajouter quelque chose? D'abord, je voudrais vous remercier nos trois intervenants. Et, pardon, je vais chercher à le placer. Voilà. Nos trois intervenants, puis vous remercier, Fabrice, pour cette animation de cette table ronde. Je trouve qu'il y a eu un débat très riche et qui montre bien que le sujet a été parfaitement choisi. Et donc, merci à vous trois, merci à vous. Et on vous donne rendez-vous, vous pouvez venir nous rejoindre le mercredi, le mercredi 9 juillet. Ce ne sera pas ici, ce sera chez InCyber, au Forum InCyber, chez Forward Avenue Hoche, 17 Avenue Hoche à Paris, à 18h30. Le nombre de places est limité, donc les premiers qui s'inscriront auront gagné. Nous recevrons Flavien Chervet qui a écrit un livre tout à fait intéressant qui s'appelle Hyper Arm. Et il part tout simplement du constat de l'irruption de l'intelligence artificielle dans les conflits. Et il se pose la question de savoir, c'est jusqu'où va-t-on aller, justement, avec cette intelligence artificielle placée au service des belligérants et tout autre acteur qui peut-être en veut à notre indépendance ou à notre souveraineté. Jusqu'où peut-on aller? Et il va partir d'un travail qui a été fait par Léopold Aschenbrenner en 2024, l'été 2024, sur la vision du futur en matière d'intelligence artificielle. Et il montre finalement que la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle, ramenée à l'échelle logarithmique, pour les mathématiciens, vous savez ce que ça veut dire, ça nous ramène à une droite. Et quand on prolonge la droite, on découvre que 2027, c'est vraiment l'année clé où on arrive à une intelligence artificielle qui devient particulièrement puissante, y compris dans la capacité de créer elle-même la recherche. Et donc, sa question est la suivante, jusqu'où va-t-on? Et à quel moment va-t-on aligner, va-t-on rechercher l'alignement de l'intelligence artificielle? L'alignement sur quoi? Sur les valeurs, sur un certain nombre de principes sur lesquels auxquels on est attaché. Et en fait, il va nous montrer qu'il y a deux hypothèses, ou bien on va considérer qu'il ne faut pas laisser les autres devenir les meilleurs en matière d'intelligence artificielle, on va rentrer dans une sorte de course à l'armement, ou alors il faut avoir une approche plus humaniste qui consiste à rechercher justement cet alignement et cette recherche de valeur dans le développement des intelligences artificielles. Vous voyez bien que la vérité est peut-être entre les deux, parce que ça me rappelle un dessin tout à fait intéressant au moment de Bletchley Park, vous savez, le sommet de l'IA qui avait lieu au Royaume-Uni, où en gros, vous avez chacun des États représentés par leur animal préféré, et il y a la pensée, oui, l'intelligence artificielle, ça devient tellement important qu'il faut qu'on fasse attention aux risques. Et puis en dessous, il y a l'arrière-pensée de chacun d'entre eux, oui, mais je ne laisserai jamais personne devenir le premier dans le domaine. Donc, vous voyez cette espèce d'ambiguïté, et nous en parlerons avec Flavien Chervet le 9 juillet. Donc vous êtes les bienvenus, pourvu que vous inscriviez assez rapidement sur le site. Voilà. Eh bien, chers amis, pardon. Merci mon général, et je pense qu'on peut applaudir. Ah ben, vous évidemment. Merci. En tout cas, je suis content de retrouver deux entreprises qui ont été lauréates du Forum InCyber. Comme quoi, vous voyez, le Forum InCyber, c'est pas simplement un lieu de rencontre, c'est un lieu où les pépinières de jeunes pousses, comment dirais-je, se manifestent et on est très heureux de vous voir aujourd'hui là où vous êtes. Mais très heureux de savoir là où vous serez encore demain, avec toutes les commandes que vous allez recevoir grâce à nos amis qui ont tout compris. Merci à Tatsano, en tout cas, après les vacances, on ne va pas. Merci.